ce soir, donc je suis ravi de vous accueillir pour une présentation un peu de cette démarche, qui s'appelle PNL et Team Building. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ne connaissent pas du tout la PNL? Non, vous avez tous une sensibilité. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être commencer par me présenter un petit peu sur mon parcours, rapidement, parce que ces informations traînent partout, mais si je peux dire quelques mots. Après, je vais vous proposer d'aborder en fait la démarche à partir de deux concepts qui permettent d'expliquer un petit peu sur quel levier on travaille, en fait, quand on aborde une démarche d'accompagnement. Donc deux concepts, et puis après je vous donnerai le protocole conduit, en fait, vous allez voir, c'est assez simple. Et puis après, moi ce que j'aime bien, c'est d'échanger au maximum, de partir vos interrogations, toutes les questions que vous avez envie de me poser. Le projet c'est de finir à 21h, et puis après on vous propose un petit apéro, ensemble, continuer à discuter. Alors, me concernant, moi j'ai démarré le monde de la formation, en fait, dans les années 87, 88. J'ai commencé par 3 ans d'activité. Alors avant, je faisais du sauvetage en mer, en fait. J'étais spécialisé en coup dangereux, c'est ça qui m'a donné envie, par le besoin de gérer des équipes parfois en situation un peu difficile, de faire du développement personnel, puisqu'on m'avait expliqué que ça me général. Et puis j'ai mis le bout du doigt, et puis de stage en stage, comme ça, j'ai finalement fait pas mal de choses, jusqu'au jour où j'ai décidé de devenir un professionnel de la formation. J'étais assez jeune à l'époque. Et puis il y a un gars qui m'a dit, mais si tu veux y aller, il faut 2 choses. La première, c'est d'en avoir envie, et la deuxième, c'est d'y croire. Avoir envie, j'en avais vraiment très envie. Y croire, j'ai mis un peu de temps pour accepter que c'était possible, mais voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, après 2 ans et demi à peu près de formation, d'abord en analyse fractionnelle, et puis Gestalt, je me suis lancé comme formateur en relations humaines. Et puis ensuite, donc à l'époque, je travaillais pas mal dans le monde de l'entreprise, notamment industriel. Et je m'intéressais notamment beaucoup à l'époque à tout ce qui était projet qualité, les processus qualité ISO. Bonsoir. Et donc, en 90, à l'époque, je travaillais beaucoup dans le monde automobile, notamment chez Renault. Je passais beaucoup de temps, je fais à peu près 7000 heures d'intervention dans le milieu de l'automobile. Et donc, du coup, je me suis beaucoup passionné à l'époque pour tous ces processus de qualité puisqu'il y avait un marché très, très important à ce moment-là. Et puis en parallèle, j'ai découvert la PNL, puisque je venais de rencontrer Alain Carole, comme j'avais très envie de me former, donc j'avais fait monter un groupe, et puis je montais en parallèle un peu l'école de PNL. Et puis au bout de quelques temps, je me rendais compte en fait dans les organisations à quel point la dynamique d'accompagnement est importante, parce que faire accepter aux gens d'appliquer en fait des process qualité, il faut non seulement leur expliquer, leur donner du sens et faire en sorte qu'ils soient motivés. Et du coup, comme en parallèle à ça, moi je m'intéressais beaucoup par tout ce qui était notion de groupe, ce qui fait que les gens ont envie de se mobiliser ensemble. Parce que pour comprendre aussi qui je suis un peu plus, c'est que j'ai la particularité d'être né en communauté. Je suis dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza Del Basto. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un type qui a vécu avec Gandhi pendant la libération de l'Inde et qui a ramené en France un concept fort autour de la violence. Et enfin, je suis né là-dedans, moi. Mes parents y étaient, donc c'est pas par choix, c'est parce que je suis né là-dedans. Mais ça a en tout cas marqué ma vie, probablement sur moi 2 aspects. D'abord, c'est cette ouverture à la différence, parce que vivre en communauté, c'est beaucoup plus compliqué que vivre en société, parce qu'on est confronté à des gens qu'on n'a pas forcément choisis, avec des points de vue, et vivre au quotidien comme ça, c'est pas forcément facile. Et puis la deuxième chose, au-delà de cette ouverture à la différence, c'est le fait d'être là, avec des gens qui étaient animés de quelque chose de fort intérieurement, ce qu'on va appeler des valeurs, une vision, et ça aussi, ça m'a marqué. Alors, quand j'étais enfant, bien sûr, ça n'avait pas été aussi clair, mais c'est quand plus tard, j'ai réétudié, en fait, qu'est-ce qui faisait que les gens se mobilisent ensemble, que ces éléments me sont fortement revenus en avant. Et en tout cas, quand j'ai découvert un peu ces concepts qui expliquaient ce qui mobilise l'être humain, quels que soient ces contextes, j'ai retrouvé évidemment ces dimensions. Voilà, et donc à l'époque, croisant à la fois cette préoccupation d'accompagnement dans les entreprises, cette mouvement qualité, et en même temps le développement humain, je me suis rendu compte que pour que les gens fassent vraiment de la qualité, il fallait vraiment qu'ils soient animés de l'intérieur, et pas seulement de respecter des process qu'on leur donnait. Et pour ça, je me suis rendu compte à quel point la dimension des valeurs et de la vision était un élément extrêmement important pour donner du sens en fait, à cette notion de qualité. Et du coup, de ne pas seulement arriver en demandant aux gens d'appliquer des processus qualité, mais en les faisant réfléchir justement à cette notion de qualité pour atteindre un but.
et la question étant de les réunir sur ce but. Et c'est comme ça que la démarche cohésion est née peu à peu. Donc, moi, une première intervention que j'ai faite cohésion, c'était en 90. Et puis je l'ai reproduite, et voilà, puis je l'ai peaufinée, et puis je l'ai enseignée à partir de 96, les années où j'ai sorti les premiers bouquins là-dessus. Et puis ensuite, elle a continué cette démarche à évoluer. Elle a même porté le nom d'une entreprise que j'ai développée pendant 10 ans, qui s'appelle Cohésion Internationale, et que j'ai laissée aujourd'hui. Mais ce qui sous-tend ce qu'on faisait dans ces formations existe toujours. Voilà un petit peu pour mon histoire perso en lien avec cette démarche cohésion. Alors, c'est vrai que ce qui me porte particulièrement au-delà de la démarche, c'est ce qu'elle sous-tend, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que des gens vont être mobilisés. C'est la première chose dont j'aimerais vous parler. Alors, je vais parler d'un concept. Je voudrais juste savoir, dans votre... est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais entendu parler des 5 piliers? C'est un concept que je développe. D'accord? Plusieurs. Bon, je vais le prendre à la base. Ça reste assez simple. L'idée, c'est de montrer sur quoi on s'appuie. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Donnez-moi un bon point d'appui, je soulèverai le monde de surcroît facilement. » Et donc, on va voir là, du coup, 5 aspects sur lesquels on revient en permanence. Le premier, le plus important, c'est celui des valeurs. Donc, je vais le représenter ici par ce premier cercle. Les valeurs, en fait, c'est ce qui va forger en quelque sorte l'identité d'une personne ou d'un groupe. C'est qu'est-ce qui nous réunit ensemble. Alors, il faut que je vous dise une chose, c'est que les principes que nous allons voir s'appliquent autant à l'individu seul qu'à un couple, qui peut être des associés ou des personnes qui ont décidé de vivre ensemble, qu'une famille, qu'un service, qu'une société, même plus loin, pourquoi pas une nation en fait. Donc le premier levier, le plus important probablement, c'est cette notion de valeur en fait qu'on va retrouver. Et derrière cette notion de valeur, d'identité. C'est-à-dire, et pourquoi c'est si important? Parce qu'on montre que chez l'être humain, c'est probablement un des leviers de motivation les plus forts. C'est-à-dire qu'on peut être plus heureux en faisant la grève de la faim, je dis parfois, parce que ça a plus de sens pour nous que dans le meilleur des restaurants. C'est-à-dire qu'on peut accepter de vivre des pressions extrêmement fortes parce que ce que nous vivons répond à des aspirations fortes. Et donc l'enjeu étant bien d'aller en quête par du questionnement, par des processus que je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, mettre en fait au jour ces raisons qui font que les gens s'engagent, alors d'abord dans leur métier, mais aussi pourquoi pas dans l'équipe dans laquelle ils sont, et puis enfin une fois que cette équipe est forgée, sur les projets qui vont venir. Et c'est pas simple, quand on n'a pas les outils, d'aller chercher ce sens-là, parce que réfléchir sur les valeurs, bon, c'est des choses qu'on... Si vous demandez à la plupart des gens, est-ce que vous connaissez vos valeurs, ils répondront oui. Est-ce qu'on a travaillé sur les valeurs? Ils vous répondront oui. Mais il y a 1000 façons de travailler sur les valeurs. Et là, l'ambition, c'est vraiment d'aller chercher les valeurs des personnes, et pas seulement les valeurs qui sont affichées, vous savez, au milieu de l'entreprise en entrant. Vous comprenez? Donc voilà, on va aller donc chercher cette dimension, c'est le premier levier. Et pour aller un petit peu plus loin sur la description de ce pilier, on va dire qu'il y a 2 sous-ensembles là-dedans. Il y a ce que la personne va vivre intérieurement, en référence à l'environnement, et qui va faire en sorte qu'elle se sent heureuse dans ce qu'elle vit. Que ce soit dans un couple, dans son travail, dans le sport, etc. C'est ce qu'on va appeler, justement, c'est ce que va permettre les systèmes de valeurs, c'est-à-dire que plus une personne va pouvoir satisfaire un système de valeurs élevé, plus son niveau d'être, ici, va être élevé. Il y a une corrélation, si vous voulez, entre la satisfaction que je tire à faire quelque chose et ça. Et c'est intéressant parce qu'on va voir que quand les gens sont mobilisés justement par ces valeurs, eh bien, même s'il y a des contraintes externes fortes, eh bien, ces valeurs dépassent tout. Animées de quelque chose de vraiment puissant, on s'aperçoit qu'une personne est prête à donner beaucoup. Et on va voir que quand c'est fait en plus en collectif, ça a un effet démultiplicateur. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand les valeurs sont nourries, ou en tout cas quand l'idée de tendre vers un système qui va nourrir des choses qui sont importantes pour moi, eh bien, on va développer automatiquement un niveau de motivation élevé. C'est-à-dire que la personne va donner d'elle-même, que ce soit en termes de mission, d'engagement, de motivation, elle va donner d'elle-même. C'est-à-dire qu'à travers ça, sa raison, on pourrait dire, sa raison d'être va se manifester. Par exemple, si je suis porté par l'idée de transmettre, eh bien, quelque chose que je vais transmettre, si vous voulez, une sorte de retransmission me donne envie de faire ça. Parce que je réponds à des... Ça va avec ça?
Donc voilà, on va dire que ça c'est l'univers intérieur qui va enclencher vers le monde extérieur une action. C'est le premier grand pilier, et on va y revenir beaucoup parce que c'est le plus important. Voilà. Donc là, retenez cette idée de corrélation entre être et donner, qui tourne autour de ce système de valeurs. Ce qui est très intéressant pour finir sur ce pôle, c'est que toute situation est l'occasion de découvrir des valeurs. Et grâce à quoi? Grâce à nos émotions. C'est-à-dire que quand une personne vit des frustrations dans une organisation, et il y en aura toujours des frustrations, c'est la capacité du sens qu'elle va donner à ce qu'elle vit qui va faire qu'elle va transformer ou non cette frustration en émergence d'une demande, et puis à travers ça, de mettre en place des comportements pour satisfaire. Vous comprenez? Mais c'est que soit il y aura du plaisir à avancer, soit il y aura des frustrations, mais ces deux polarités-là vont nous permettre d'avancer sur ce qui est important. Et je peux vous dire qu'il ne faut pas grand-chose à un être humain pour commencer à se mettre en réserve quand ces valeurs sont plus prises en compte. On va voir que parfois c'est pas grand-chose, quoi. C'est un manque de considération pour un truc, etc. Et hop, je me mets en réserve. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Quelles sont les raisons pour lesquelles je suis là? Le deuxième pilier sur lequel on va se centrer quand on fait un travail de cohésion d'équipe, c'est cette fois-ci une cohésion, mais cette fois-ci sur le but, c'est-à-dire sur le sens, sur la direction vers laquelle on va aller. Donc on va parler d'orientation. C'est-à-dire que dans une équipe, ça peut être vrai aussi dans un couple, etc., c'est l'idée de partager une ambition commune, c'est-à-dire une vision commune. C'est la deuxième grande polarité. Dans cette dimension de vision, on a plusieurs échelles grâce à la PNL. On a d'abord un travail, j'ai envie de dire, qui est le plus créatif possible, c'est le rêve. C'est-à-dire oser rêver, si au fond ça se passait mieux dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, finalement ça se passerait comment? Et puis à partir de ce rêve, on va élaborer en fait une vision, on va découler une vision, et cette vision on va définir des objectifs, enfin des projets, et puis de ces projets des objectifs. Tout cet axe, c'est orienté sur le futur. Alors dans une organisation, nous, ce que nous allons faire, c'est pour travailler sur cette vision qui représente en fait l'ambition de la mission. Pour nous, la mission, c'est ce pourquoi nous sommes là, satisfaire des besoins en termes de produits ou de services. Et l'ambition, c'est le niveau auquel on souhaite répondre. Par exemple, notre truc, c'est d'accueillir dans tel et tel contexte le mieux possible des clients. Notre ambition, c'est de répondre à tel et tel critère qu'on aura défini. Vous comprenez? Ça, c'est l'ambition. C'est la vision. Et donc, à partir de ce pôle, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous, on va commencer par se dire, au fond, notre équipe, elle existe pour qui? Si nous étions, par exemple, en couple, on pourrait dire, aujourd'hui, la force de notre couple, c'est répondre à qui? Et qui a des attentes à notre égard? Si on commence à se poser la question, on s'aperçoit qu'il y a des gens autour qui ont des attentes, ça peut être des enfants, de la famille, etc. Si nous sommes dans une équipe de commerciaux, pour revenir à le monde de l'entreprise, une équipe de commerciaux a autour d'elle des personnes qui ont des attentes, qui sont soit externes à l'entreprise, soit internes. Ça peut être des clients, ça peut être la production, ça peut être la direction, etc. D'accord? Donc il va falloir qu'on mette ensemble les personnes déjà en conscience de qui autour a des attentes. Et une fois qu'on a identifié ces personnes, eh bien, on va le voir tout à l'heure comment les personnes vont être amenées à définir, au fond, si nous étions ces personnes, à l'extérieur, sur quels critères on pourrait dire qu'on est vraiment satisfait. On retrouve ça d'ailleurs aujourd'hui dans les démarches de qualité. Ça va avec ça? Donc on va aller chercher d'abord, on va appeler des partenaires externes pour qui nous existons, et ensuite on va définir pour chacun d'eux des critères. Et la force de ce pilier, c'est d'avoir une vision partagée des éléments sur lesquels se retrouver. Et on va voir après que pour qu'il y ait à un moment donné, qu'on sorte parfois des difficultés de compétition qu'on peut avoir entre deux services, il va falloir qu'on se retrouve sur une vision plus élevée. On retrouve toujours une vision plus élevée. Voilà, donc ça c'est le pilier orientation. Il nous faut de la cohérence là-dessus. Et quand vous avez ces deux piliers qui s'alignent, vous avez automatiquement derrière, vous allez voir, ces deux-là qui vont prendre de la puissance. Le troisième, c'est l'organisation. L'organisation, pour nous, dans une entreprise, une organisation, ça porte son nom, une entreprise est faite de secteurs, on pourrait dire, de départements ou d'organes. Donc une organisation est faite d'organes. Et chacune de ces parties, ça peut être un service commercial, production, recherche, développement, tout ce qu'on veut,
comporte ici un ensemble de savoir-faire, ce qui fait qu'au bout, vous répondez au service que vous demandez. D'accord? Donc l'organisation, c'est la manière dont on va s'y prendre pour réussir. C'est-à-dire quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ces résultats. Tout résultat découle, on pourrait dire, de comportement, de mise en place d'actions, etc. Alors, dans l'évolution, par exemple, si on prend les 30 glorieuses, juste après la guerre, révolution industrielle, je reprends l'exemple de l'automobile, il y a eu un développement extrêmement fort sur notamment l'automatisation de ces process. Et on en est arrivé même à un extrême dans le monde atomique que je connais encore, pour reprendre celui-ci. Il est arrivé à un moment donné où on a sur-robotisé. D'accord? C'est-à-dire que les gens arrivaient le matin, ils appuyaient sur un bouton, etc. Et moi j'ai le souvenir, puisqu'à l'époque où j'intervenais plus particulièrement de manière importante, c'était à l'époque de la sortie de la Twingo. Et il y avait des départements entiers qu'ils ont complètement désautomatisé. En fait, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que l'excès d'automatisation, c'est bien, parce que ça coûte moins cher, on va dire. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne derrière pour faire évoluer cette qualité. Et qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas de mettre de la qualité, il faut qu'on ait des gens, on va le voir derrière, qui vont faire élever ce niveau de qualité, c'est-à-dire qu'il y ait une créativité qui soit en permanence en recherche d'amélioration. C'est ce qu'on appelle le Kaizen, c'est cette dynamique de progression constante. Et donc, retenez que pour l'instant, que dans le pilier ici numéro 3, on est dans tout ce qui est de l'ordre des moyens. Et c'est celui-là qui va générer de l'efficacité, ou l'efficience. C'est-à-dire que les résultats découlent directement des moyens. Ça va? Donc on entend technologie, savoir-faire, toutes ces choses. Mais au-delà des technologies, au-delà des... aussi belles soient les technologies, aussi belles soient... on a besoin derrière... Quoi, à votre avis? Une idée? D'énergie humaine. Et c'est là que tout notre métier réside, dans la mobilisation de l'énergie humaine. C'est le pilier qu'on va appeler communication. En fait, on pourrait l'appeler aussi considération, reconnaissance. Parce qu'on va s'apercevoir que la communication, au-delà d'échanger de l'information, c'est la prise en compte des personnes, en tant que personne, en tant qu'individu. Et la force de ce pilier, c'est qu'il va générer de l'énergie. De l'énergie, c'est quoi? On se rend compte que si vous mettez plusieurs personnes face au même marché, face à la même entreprise, les uns et les autres ne vont pas la développer de manière pareille. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas mettre la même énergie, la même créativité, etc. Et c'est ça dont on parle ici. C'est avec quelle énergie les gens vont, au fond, œuvrer dans les process. Et c'est grâce à cette partie-là qu'on va trouver tout ce qui est de l'ordre, justement, de la créativité, ce que nous on appelle l'intelligence véritablement de l'être humain, de la motivation. Et ça découle, ça entraîne, pardon, si ça entraîne de l'efficacité, ça va entraîner, Résultat. Dans les résultats, c'est les comportements. Du progrès. Oui, de l'énergie qui va permettre de progrès. Mais le point important que vous allez trouver là, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire que les gens sont animés de l'intérieur. Et quel que soit le niveau de difficulté, si vraiment ça a du sens, vous aurez des gens qui sont animés. On a vu, y compris des gens qui partent comme ça en mission sur des situations parfois très très compliquées, mais animés de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a... ils prennent en compte en fait véritablement ce qu'on va appeler leur valeur. Donc là, retenez qualité de vie. C'est-à-dire qu'il y a de l'ambiance, quoi, pour le dire plus simplement. Les gens se parlent, s'échangent. Et vous verrez que dans une équipe, c'est comme dans un couple, c'est comme dans une communauté, enfin, quelles que soient les situations, vous allez voir que c'est la qualité de la relation que vous avez avec votre environnement qui conditionne énormément la qualité de vie que vous avez. Alors, la relation c'est bien, c'est pas suffisant, parce que c'est pas parce qu'on communique bien qu'on produit, c'est parce qu'on fait des choses qu'on atteint des résultats. Donc les résultats sont conditionnés par le comment et les comportements, et les comportements sont sous-tendus par l'énergie humaine, c'est-à-dire nos états internes. Et ce qui va passer là, principalement, c'est de l'écoute et de la considération. Voilà, donc on va voir comment on travaille sur ce levier-là, enfin ces deux-là. Celui-là va générer du confort de vie. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes de stress ou des choses comme ça se passe au niveau du vécu. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Et ça, c'est au niveau de l'efficacité. Et alors, pour faire évoluer cet ensemble, le cinquième pilier sur lequel nous sommes, c'est que on va travailler sur la notion d'évolution. L'évolution, au fond, c'est tous les apprentissages et les développements qui vont se mettre en place
et qui doivent se mettre en place de manière cohérente. On ne peut pas partir dans tous les sens en matière de formation, d'intégration, etc. Et là, l'idée, c'est de voir avec une équipe quelles sont les priorités à donner en matière d'évolution pour obtenir finalement un maximum optimiser au maximum notre affaire. Donc, l'évolution, il y a trois grands domaines qu'on va évoquer un peu plus loin, mais je vais vous citer dès maintenant. Il y a l'évolution des comportements, ça c'est un axe très important. Il y a l'évolution des consciences. Au fond, c'est la connaissance que j'ai des choses, comprendre mon métier, comprendre celui d'autres, connaissance. Et l'évolution des sentiments, c'est-à-dire des états internes, en fait, des ressentis. Parce que les gens sont heureux. On va voir comment on s'en va. Et donc, dans cette évolution, c'est cette capacité, en fait, à faire face de mieux en mieux aux contraintes qui arrivent, et donc à transformer, cette capacité à transformer. C'est ça qu'on va développer. Alors, il y a un petit parallèle très sympa que vous pouvez faire, et du coup vous encourez ces piliers pour le restant de vos jours. C'est que vous avez ça dans les doigts de la main. Vous avez le pouce, vous savez, quand vous dites un truc est top pour vous, ça c'est comme ça. Ça veut dire que c'est vraiment en phase avec vos aspirations. Et il y a quelques années, je crois qu'il faut remonter un peu, mais quand on faisait ça, c'est-à-dire à mort. Donc le pouce, vous savez que le pouce a la force de tous les autres doigts. Et c'est des choses qu'on retrouve dans la dimension des valeurs. Après, vous avez la direction, l'orientation, l'index. D'accord ? Après, vous avez le majeur. Le majeur, c'est celui qui a atteint la majorité, ce qui veut dire qu'il est responsable. Et qui est en même temps l'axe qui porte tout. La structure. Et curieusement, quand vous êtes trompé sur les règles du jeu, quand vous n'êtes pas content, quand vous êtes trompé, quand vous éprouvez de la colère, du sentiment d'injustice, et parfois vous en venez à un geste que le moral réprouve, qui est bien accompli. Après, vous avez la communication, l'échange, la relation, qu'on retrouve dans l'alliance, ici. Et puis après, vous avez le petit doigt qui ne manque qu'à grandir d'ailleurs. C'est quand vous dites, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est un petit truc marrant, mais... quelques petites symboliques aussi pour bien marquer les esprits concernant les... J'aime bien jouer un peu avec les symboles. Dans le cercle, vous avez ce qu'on appelle l'unité. Donc c'est tout ce que va permettre le système de valeurs. C'est harmoniser en fait, puisque c'est la prise en compte de toutes les différences, l'harmonisation. Vous verrez cette symbolique du cercle qu'on trouve ici. Dans l'orientation, vous avez la symbolique du triangle, c'est l'orientation, la direction, le feu, le sens, l'action, etc. On parle même d'action individuelle, d'action collective et d'action plus universelle. Il y en a qui connaissent l'énéagramme, par exemple. Oui. Ceux qui connaissent 3, 6, 9, vous avez les sous-tendus de cette dynamique qui m'anime. C'est-à-dire qu'on va parler de projets d'action individuelle, de projets d'action collective, c'est des objectifs avec mes collaborateurs, et puis l'action plus universelle, en fait, qui est au fond le sens qu'on a à l'égard de l'environnement. Après, vous avez tout ce qui est loi, règles, structure, organisation. Donc ça passe à la fois par un monde intérieur, qui est le positionnement, soit à quoi je dis oui, soit à quoi je dis non, est-ce que je mets les moyens ou pas. Et puis vous avez la dimension plus extérieure, qui est la structure, l'organisation, les stratégies, etc. La symbolique qu'on trouve ici, c'est plutôt le carré. C'est quand vous dites qu'un truc est carré, net. Après, dans la relation, vous avez une idée ? Et la croix. La croix, quelles que soient les cultures, vous trouverez ce symbole qui est le point de rencontre, le point de reliance, le lien entre le vertical, l'horizontal, même parfois la vie et la mort. Et c'est aussi la communication, la communion, la bénédiction, le plus, le multiplier. Et aussi la reliance. Et derrière ça, finalement, l'amour, enfin, vous trouvez tout ce qui est en lien avec ces échanges. Et puis après, vous avez la spirale pour le dernier. Une dynamique permanente de transformation. Et la spirale, c'est la fin d'un cycle au début d'un autre. C'est toute cette énergie de transformation, de croissance, d'évolution, ou parfois de régression. Donc ce sont des symboliques qui sont intéressantes pour ceux qui s'intéressent. Voilà, donc là, on va retrouver bien sûr des parallèles avec la PNL, pour ceux qui connaissent, puisque ce sont des grands axes sur lesquels on travaille en permanence. Alors ça, c'est pour montrer sur quoi repose la démarche, et on va faire des liens après avec la chose. Et la deuxième chose que je voudrais vous présenter, c'est la dynamique des équilibres, c'est-à-dire que tout est en permanence équilibré et déséquilibré dans une organisation. Et qu'il y a deux axes sur lesquels on va en permanence travailler, c'est ce qu'on va apprendre. Une démarche. C'est un axe
horizontale, sur lequel je vais écrire sentiment. En gros, pour faire simple, retenez que des gens dans une organisation sont soit dans des sentiments dits un peu négatifs. En gros, ce qu'ils expriment, ce sont des frustrations, d'accord? Et c'est pas négatif en soi, hein, mais c'est, voilà, ils sont dans la peur, la colère, la tristesse, là, ils vont pencher plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire, ce qu'ils vous expriment là, c'est que ça marche pas, que ça va pas. Ils sont en fait en train de, en général, s'ils restent là-dedans, plutôt dans un modèle de critique de l'environnement, parce qu'évidemment ils sont pas bien, donc ils reprochent à l'environnement. Ça, vous l'avez tous les jours, hein, dans l'organisation. Et puis, heureusement, nous avons aussi de l'autre côté, parfois c'est les mêmes personnes hein, qui peuvent balancer sur un autre bord, qui est plutôt des gens satisfaits, heureux. Et pourquoi ils sont-ils selon vous? Pourquoi ils ont du bien-être? Prenez les piliers d'avant. Parce que ce qu'ils vivent est en phase avec leur système de valeurs. Donc on retrouve notre premier pilier ici. Et du coup, leur niveau d'être monte, et comme ils vont bien, du coup ils donnent. Si je refais un petit quel que soit le système, si vous voulez le faire évoluer, que ce soit une personne, une équipe, une organisation, si je veux faire évoluer l'organisation, il faut impérativement que je me mette en lien. Avec qui? Avec les personnes concernées. Si je veux vous faire avancer, il faut que je me mette en lien. Et avec quoi je vais d'abord me mettre en lien? Avec ce que vous vivez, avant de réfléchir sur ce que vous faites. C'est les processus internes. Oui. C'est difficile de s'aligner sur l'interne de l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce que quand je fais ça, c'est simplement venir vous écouter sur ce que vous vivez. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, prise en compte de ce que vous vivez émotionnellement, frustration ou désir. Et si je veux prendre en compte une difficulté ou vous aider à avancer, c'est impératif que je me mette à l'écoute de ce qui est important pour vous. Alors, si ça va mal, vous allez me dire que ça ne va pas, à cause des autres, machin, truc, mais ça, il va falloir que je vous reconnaisse là-dessus, même si je ne suis pas d'accord. Il y a un acte de considération. Et ensuite, ça c'est le métier qui va permettre d'aller chercher derrière ces frustrations, quels sont les désirs, les envies que vous avez. D'accord? Et à partir de là, on va réfléchir sur ce que vous faites, ce que vous acceptez de faire qui ne vous convient pas, ou ce que vous ne faites pas qui vous empêche d'obtenir ça. Mais même la communication, si je veux l'améliorer avec vous, il faut que je me mette en place des comportements. Pas seulement que je sois sensible à ce que vous vivez, il faut que je mette en place des comportements, des attitudes. Et c'est ça qui va faire qu'on va arriver ou non à communiquer. Même chose avec la gestion de mon temps, il faut que je mette en place des actions si je veux. Même chose avec la gestion de mon énergie, la gestion de ma santé, la gestion de mon argent. Il n'y a que les comportements que je vais mettre en place qui vont générer des résultats. D'accord? Avoir envie ne suffit pas, il faut à un moment donné passer à l'action. Donc, si vous m'accompagnez, vous allez écouter ce que sont mes désirs, mes frustrations, mes trucs. Et une fois que vous aurez pris en compte ce qui ne va pas, vous m'aiderez à définir ce que je veux, parce que à quoi j'aspire, l'aspiration. Puis après, vous allez me faire réfléchir sur qu'est-ce que je fais pour en arriver là, ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse différemment pour arriver ailleurs. D'accord? Puisque le résultat de ce que j'ai découle de comportement. Si j'ai des problèmes de conflit avec qui que ce soit, vous n'allez pas pouvoir changer qui que ce soit. Vous allez m'aider à réfléchir sur qu'est-ce que je fais moi pour générer ça. Vous voyez la démarche? Et grâce à ça, on va avancer sur ces objectifs. Et là, je veux dire, soit vous allez m'aider à les définir, ces objectifs, si au fond ça se passait mieux, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on me ferait avancer sur l'organisation, sur les moyens. Si au fond ça se passait mieux, ça se passerait comment? Expliquer le pourquoi des choses en matière de changement, parfois c'est intéressant, pourquoi ça ne marche pas. Et je vous assure que quand vous êtes dans le comment, vous êtes beaucoup plus efficace. Ça n'empêche pas de revenir sur le pourquoi. Mais si ça marchait mieux, ça c'est une démarche de type PNL, ça marcherait comment? Si au fond on communiquait mieux, ça marcherait comment? Et la prise en compte et la vision que j'ai de la qualité de relation que je peux instaurer avec vous, imaginons que ce soit par exemple Bertrand, merci, qui m'accompagne, et que je veux améliorer ma relation, imaginons que vous êtes mon manager ou que vous êtes quel que soit le niveau, il va m'aider à réfléchir sur qu'est-ce que je veux réellement. Moi au début, dans mon incapacité, je vous dirais oui mais c'est de sa faute. Et lui, dans mon travail, il va me dire attends, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe, au lieu de rejeter les choses à l'extérieur, et qu'est-ce que tu fais, on arrive là, quand tu t'y prends, et au fond, qu'est-ce que tu veux? Vraiment, si ça se passait mieux, ça se passerait bon, et selon toi, qu'est-ce qu'il faut que tu corriges? Vous comprenez? Et pour prendre un peu plus d'espace dans ce pilier, sachez qu'un problème d'organisation génère en fait des frustrations, de la colère, des choses comme ça. Et si vous voulez sortir une équipe d'un problème d'organisation, il faut impérativement revenir sur les objectifs.
Si les gens ne sont pas d'accord sur les moyens, il faut impérativement revenir sur les objectifs. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, ça fait 25 ans maintenant que je fais de l'accompagnement. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut revenir sur les objectifs. Si deux équipes ne sont pas d'accord sur le contenu, sur une négociation, il faut revenir impérativement sur les objectifs. Et si on n'a pas les mêmes objectifs, parce qu'ici on est en vente et ici en production, alors vous savez, c'est le truc bien connu. Les vendeurs disent arrêtez de fabriquer fabriquer ce que le client veut, quoi. Et ils sont eux mobilisés sur des chiffres d'affaires. Et puis la prod, ils vous disent non mais attendez, commencez par vendre ce qu'on sait faire, arrêtez de vendre autre chose. Et comme lui est engagé sur des objectifs individualisés, puisqu'on l'attend sur des chiffres d'affaires, et si de surcroît il a du métier, c'est-à-dire s'il a 10, 15, 20 ans de métier, c'est encore, c'est encore plus soutenu. Et même chose en prod. Et ces deux-là, eh bien, ont beaucoup de mal à s'entendre parce qu'ils sont sur des priorités, à leurs yeux, qui sont différentes. Si vous ne faites pas un travail qui les réunit ensemble sur la raison pour laquelle ils sont là ensemble, vis-à-vis de leur environnement, vous n'arriverez pas à le mettre d'accord. Et on obtient comme ça des démarches extrêmement intéressantes de réconciliation, si on veut. Mais pour ça, on sait qu'on a passé par deux choses, c'est sur des objectifs, et si on n'est pas d'accord sur les objectifs, il faut passer sur les finalités. Donc nous, on va carrément démarrer sur les finalités, en se disant qu'est-ce qui est vraiment important dans le fait qu'on... Voilà, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important pour moi, dans ce job, dans cette action. Et puis ensuite, si nous avions... pour qui nous travaillons, d'accord, et vis-à-vis de cette personne, à quoi on doit répondre. Donc nous, on va aller se mettre à la place de la personne en question. Et on va répondre ensemble, à ce processus. Et comme on aura des visions, d'abord je voudrais vous montrer sur ce qui est important pour vous, ou sur moi, déjà ça va changer un peu l'atmosphère. Parce qu'on va peut-être retrouver des valeurs communes, des choses comme ça. Et c'est sûr qu'on va en retrouver. Il faut simplement aller les chercher. Ensuite, deuxième strate, on va se dire, mais pour qui on existe tous les deux, hein, si moi je suis commercial et vous, toi, ou l'inverse, hein, peu importe. Pour qui on bosse. Et la mise à jour de ces personnes, et le fait qu'ensemble on se mette à la place d'eux, c'est ce qu'on va faire après, pour se mettre d'accord sur les critères auxquels on doit répondre, ça va nous réunir sur un niveau 2, sur le pilier 2. Et enfin alors, on va se dire, eh qu'est-ce que je reconnais chez lui qui est important et qui permettrait d'atteindre ça, et lui, de la façon. Et là, on va réfléchir sur comment nos moyens vont pouvoir se mettre ensemble pour faire ça. Et là, il y a des choses qui vont changer, y compris dans notre relation et dans notre capacité à faire évoluer la situation. Vous avez compris ? Donc c'est un truc à retenir ce soir. Revenez toujours sur les finalités. Si vous avez un conflit, revenez toujours sur les finalités. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la clé. En fait, on reviendra en permanence là-dessus. Donc pour faire évoluer, il faut communiquer. Pour évoluer la communication, il faut se pencher sur la manière dont on communique. Si on n'est pas d'accord sur la manière, on revient sur les priorités. Et si on n'est pas d'accord sur les priorités, on revient sur les finalités. Et ça va revenir en permanence. Et c'est ce qu'on va retrouver là. Quand les gens sont frustrés, ils le sont parce qu'ils ont un environnement qui ne leur convient pas, donc on va les écouter là-dessus. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une sacrée bonne, c'est que derrière, quel que soit le niveau de frustration, vous avez derrière une ambition élevée. Et je vous dirai après tout à l'heure que c'est beaucoup plus facile de remotiver quelqu'un qui est complètement démotivé, mais qui est rebelle, c'est-à-dire qui est très en colère, que quelqu'un qui s'en fout. Parce que moi, celui qui est rebelle et qui n'est pas d'accord, il est rebelle parce qu'il y a des choses importantes qui ne sont pas prises en compte. Si on va les chercher et qu'on les met à jour, eh bien on va dire, ok, donc ce qui ne va pas toi, c'est que pour le moment, tu as le sentiment de ne pas être considéré, ça fait 2 mois ou 3 mois que ton poste n'a pas évolué, etc. Donc ce que tu me dis en fait, c'est qu'il est temps que ça change. Ce à quoi tu aspires, c'est de l'évolution, etc. Alors si c'est ça que tu cherches, on va voir comment trouver les moyens. Au fond, si tu évolues plus, à quoi tu arriverais? Sachant que moi, je ne vais pas pouvoir répondre à tous les besoins, mais voyons voir ensemble. Si au fond ça s'améliorait pour toi, vers quoi on pourrait tendre? Et là, on va ouvrir une deuxième sphère, et là vous me voyez venir, deuxième pilier. Juste avant, c'est quoi que vous habitez? Vous avez le pouce, ça c'est top pour vous, et ensuite l'orientation, l'objectif. C'est le projet. Hein. C'est-à-dire que derrière, il y a un pilier projet, vision, etc. Donc on peut soit rêver ensemble de l'idée que ça fonctionnerait mieux, à partir de là, de développer une vision commune de ce qui pourrait être possible, qui va se traduire en projet et en objectif. À un niveau plus élevé. Et quand les deux piliers, je vais faire en violet comme ça, là dans les ancrages visuels, couleurs, et ben vous avez une chose magnifique qui se passe, c'est que le pilier 3 se met en rond tout seul. Ça c'est de l'organisation. C'est-à-dire des comportements moteurs. Alors qu'est-ce qu'on trouve là sur cet axe comportement? Donc là on avait des sentiments,
Maintenant, on a un deuxième axe qui sont les comportements. En haut, on va trouver des comportements dits acteurs, c'est-à-dire que la personne est responsable. Acteur, on dit aussi proactive. Vous voyez ce que je veux dire? On parle d'activité ici. Et en bas, on va parler de passivité. On pourrait d'ailleurs l'écrire en 3 mots, passivité et. Et on va voir en fait qu'ici on a une nomenclature de comportements spécifiques qui sont observables dans toutes les situations de la vie de tous les jours. C'est Benoît. Nicolas. Pardon. Nicolas. Imaginons qu'avec Nicolas, à la réunion de ce matin, on ne s'est pas écouté, enfin bon bref, on a chacun des frustrations. Donc on est tous les deux là, ce problème n'est pas ici. Et puis Nicolas est mon supérieur, donc les mal vit, et puis évidemment j'attends que ce soit lui qui agisse, puisque c'est mon supérieur. Donc moi je suis pas bien là, d'accord? Et puis je sais que je vais passer devant son bureau, je passe à l'entrée du... Je vois qu'il y a un fax, là, vous savez, posé pour lui. C'est qu'à votre avis, je vais prendre le fax pour lui apporter. C'est une bonne occasion d'aller voir. Alors, soit j'en fais l'occasion pour avancer, et là ça veut dire que je suis en mode proactif, soit, si je vais mal, et naturellement c'est ce qui risque de se passer, enfin, pas toujours, mais les sentiments négatifs entraînent... Voilà. Je vais tomber le fax, soit vous avez vu le fax? Non, je n'ai pas vu. Enfin bref, parce que je ne vais pas contribuer, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va avoir des comportements, alors ils sont nomenclaturés, on les connaît, hein, c'est des comportements de fuite. Par exemple, je ne vais pas lui dire, mais je vais fuir le truc, ou je vais aller voir un copain, puis je vais dire franchement, il est nul. Donc ça va m'emmener dans des phases de suradaptation, c'est-à-dire supporter des choses qui ne me sont pas bonnes pour moi, mais comme il ne le sait pas, il n'a pas forcément raison non plus. Après la suradaptation, le stress va augmenter, on va avoir des phénomènes d'agitation, d'agressivité, de violence, enfin bref, différents niveaux. Ça, c'est ce qu'on va trouver vers le bas. Ce sont des comportements dits de passivité, c'est-à-dire c'est des comportements que l'on connaît qui évitent de prendre en compte le problème. D'accord? Ils sont connus. Donc on peut assez rapidement les diagnostiquer. Et de la même façon, nous avons ici des comportements qui sont tout à fait identifiés, qui au contraire vont mettre en avant ce que va faire une personne qui va devenir acteur de sa vie, qui va devenir proactif en quelque sorte. Prise en compte des besoins, identification véritablement des choses, décision de l'énergie, enfin bref, il y a des processus. Alors, une fois qu'on a compris ces deux axes, nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on a une cartographie qui va montrer 4 grands secteurs. Vous allez voir. Le premier, c'est là où c'est le plus facile, donc les gens sont plutôt heureux. Je vais représenter un truc un peu comme ça. Là. Ça veut dire que les gens sont heureux, on est dans les blagues un peu vertes. Et à votre avis, quand, par exemple, qu'est-ce qui fait que vous êtes mobilisé pour venir ce soir? Il y a au moins 2 choses qui vont en générer une troisième. Vous aviez un intérêt pour la thématique, et à un moment donné, il tombe un rendez-vous, un lieu, un endroit, un objectif donc possible, atteignable. Vous pouvez faire. Comme les deux s'alignent, automatiquement, vous mettez en place les moyens. Et si l'aspiration est très forte, et que l'ambition que vous vous dites derrière, ça répond à un objectif qui est très fort, vous êtes prêt à mettre beaucoup d'énergie pour ça. De temps, peut-être d'argent, etc. Parce que ça répond au truc. Donc ça, c'est vraiment la base de la motivation. Je parle d'énergie humaine dans les organisations. C'est aller chercher ce à quoi les gens aspirent véritablement, trouver un projet qui soit en adéquation avec cette aspiration, et ensuite vous aurez des gens mobilisés. C'est mécanique. Qu'est-ce qui fait que quand vous montez votre propre entreprise, vous y passez, y compris le week-end, parce que vraiment on a des aspirations fortes, donc vous découvrez des objectifs qu'il faut impérativement atteindre, vous en sentez vraiment responsable, et du coup vous êtes prêt à donner les moyens, parfois à perdre votre vie, à vouloir gagner. Bon, ça c'est... Heureusement, c'est tout ça. Non, mais si vous êtes dans les comportements acteurs, c'est que vous mobilisez vraiment pour faire ce qu'il y a à faire. Ou alors vous allez investir pour réfléchir sur comment faire de mieux en mieux en dépensant de moins en moins d'énergie. Et donc du coup, vous allez vous promener sur cet axe ici, qui est l'axe positif. Et ce qui va se manifester dans votre quotidien et autour de vous, quand une équipe est là-dedans, c'est d'abord du plaisir. Ça se lit sur la tête des gens. Et le plaisir, c'est une source extrêmement intéressante chez l'être humain parce qu'il entraîne automatiquement autre chose. Quand vous êtes stimulé par un bouquin, vous faites quoi? Facilité.
Voilà, vous mettez dans une dynamique d'assiduité, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'énergie et de la créativité au service de la croissance de ce vers quoi vous voulez tendre. Si une relation vous stimule, vous mettrez de l'énergie pour la faire grandir. Si un projet vous stimule, vous mettrez de l'énergie. Et parfois même, quand c'est trop excessif, on a après des déséquilibres. Par exemple, le burn-out peut aussi naître d'un projet qui est tellement stimulant que la personne y passe tout son temps. À mobiliser tellement d'énergie, au bout d'un moment, mais bon, là, on n'est pas dans le cas du burn-out, on est dans le plaisir. Le plaisir, donc, va générer de la créativité et une force de réalisation. C'est-à-dire que les gens, comme ils sont stimulés, eh bien, ils ont une énergie, une créativité, une ressource, et ils sont capables, quand ils sont vraiment motivés, de trouver des solutions que vous ne trouvez pas. Parce qu'ils le veulent vraiment. C'est ça qui les gêne. Et cette créativité, elle va entraîner une troisième vague, c'est des prises de responsabilité. Responsabilité et donc d'autonomie. Et puis résultat des courses, parce que les gens vivent à différents niveaux d'intensité, c'est du sens. Donne du sens. Voilà, donc nous, on va repérer ça, bien sûr. À l'inverse, parce que ça existe aussi, et c'est pas grave, c'est simplement que parfois on ne sait pas quoi faire de ça, mais si les gens sont plutôt là, dans des frustrations émotionnelles, et des comportements, donc du coup, un peu de retrait, on n'a plus du plaisir mais de la frustration. Vous êtes d'accord? Et cette frustration, elle va entraîner quoi à votre avis? Quand vous n'êtes pas bien avec vos collègues de travail, vos clients, etc. Alors, avant la dépression, mais c'est plus. Alors, soit vous êtes dans une dynamique, je construis à partir de la frustration parce que je me dis voilà ce qui est important et j'y vais, mais si je me laisse aller. Du blâme? Oui, du blâme, de la victimisation, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que je vais mettre en place de la créativité, non pas à construire, mais à détruire. Donc on a des phénomènes de destruction. Vous me suivez sur le truc? Et c'est tellement puissant qu'on le fait même avec soi-même. C'est-à-dire si on est mal avec l'autre, en général on sort fumer une clope, voire deux, parce que ce jour-là ça m'a vraiment énervé. On mange mal, on se couche tard, on fait des trucs. Voilà. Il y a un dérèglement, c'est-à-dire que nous allons mettre en place ce qu'on va appeler des erreurs de jugement. Enfin, c'est des comportements qui vont chercher à satisfaire des besoins immédiats, parce qu'on n'est pas bien. Donc il y a des phénomènes de destruction vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Parce que si je suis énervé avec Nicolas, soit je vais le voir, soit je vais vous voir, et je dis franchement Nicolas, il y en a marre. C'est-à-dire que je vais rentrer dans ce qu'on va appeler des jeux de victimisation, de persécution, enfin bref, on a ici toutes les problématiques de victimisation. Alors là, vous développez des capacités, donc de la puissance. Cette destruction, elle va entraîner, encore, puisque le système va continuer, non pas de la prise de responsabilité, mais du rejet de la responsabilité. C'est pas moi, c'est les autres. Et puis de toute façon, je m'en fous, et puis il a qu'à se démerder, et puis donc je me tire, enfin, vous voyez ce genre de truc. Donc il y a de la dépendance, la déresponsabilisation, le rejet de la. Quand vous n'êtes pas dans l'autonomie, vous êtes dans la dépendance. Alors, je disais au niveau destructeur, c'est vrai que si vous ne faites pas gaffe à votre santé, il va bien falloir qu'un médecin prenne en charge le truc. Le burn-out, notre spécialiste le connaît bien. Etc. Donc, on va coûter de plus en plus. Et là, on va dépenser de plus en plus de temps, d'argent, d'énergie, pour souvent de moins en moins de résultats. Et le plus embêtant, c'est que le non-sens va bien sûr naître. Et ce qui est vraiment embêtant, c'est que la personne, on peut dire que sa zone, la conscience qu'elle a, qu'elle peut transformer les choses, va diminuer. Puisque sa confiance va diminuer, son sentiment de capacité de transformation va diminuer. Ce qui va par contre augmenter, c'est le sentiment que l'environnement est hostile. Voilà, et elle va développer une relation à l'environnement qui est une relation d'hostilité. Et donc elle finit dans la jungle, quoi. Elle se sent agressée pour pas grand-chose. Alors tout ça, évidemment, ça peut se vivre à des niveaux d'intensité de plus en plus élevés. Alors, c'est pas grave. C'est ça qui est intéressant, c'est de repérer que c'est pas grave si on sait quoi faire. Parce qu'en fait, ce ne sont que des alertes. Et le problème, c'est que si on n'a pas appris à gérer les alertes, on dit que pour éteindre un incendie, quand il commence, il vous faut un verre d'eau. Si vous attendez une minute, il vous faudra un seau d'eau. Si vous attendez encore une minute, il faudra une tonne d'eau. C'est ce qu'on dit chez les pompiers. Là, c'est un peu la même chose. Si on traîne un peu trop là-dedans, ça va coûter de plus en plus cher. Alors, ça, c'est vraiment les opposés. On peut dire un peu caricatural, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment dans nos démarches, c'est ces zones qui sont ici. Alors, pourquoi c'est surtout ces zones qui nous intéressent?
Parce qu'en fait, ce système est en rotation permanente. C'est un peu comme les saisons. Là, vous avez donc l'été, les fruits tombent, c'est génial, il fait bon, il fait chaud, on profite, etc. D'accord ? Même les jours sont plus larges, donc on voit plus longtemps et plus loin. Par contre, l'hiver, là, la lumière est moins forte, vous avez remarqué, il fait plus froid, on se referme. Et c'est important l'hiver, parce que c'est une zone aussi importante, cette zone, si on sait quoi faire. Et entre les deux, vous avez donc, quand l'énergie tombe, entre l'hiver, l'été, classiquement l'automne. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'énergie tombe. C'est-à-dire, c'est comme les feuilles, l'énergie tombe. Il faut savoir que chez l'être humain, c'est une zone qui est très importante parce que là, il va développer des habitudes. On adore les habitudes, le système nerveux adore ça parce que ça va revenir toujours à la même place de parking, faire des courses au même endroit, faire à peu près le même trajet. Pourquoi? Parce qu'on adore ça, le système limbique adore ça. C'est pas grave, c'est au contraire une bonne chose. Le problème, c'est quand c'est fait avec excès. C'est-à-dire que quand on commence à tomber dans les habitudes, ce qu'on va voir apparaître, c'est d'abord une perte du sens. C'est-à-dire je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Parce qu'on l'a toujours fait. Voilà, parce qu'on l'a toujours fait, mais plus par... Ouais, c'est plus par ambition. Voilà. Alors vous savez, le directeur commercial qui a 4-5 ans de service, qui a maintenant sa maison, ses 2 4x4, ses 5 télé, enfin je veux dire, il est en confort, il va plus forcément avec la même âme, vous voyez, au départ, parce qu'au début c'était nouveau, c'était génial, mais c'est pour ça que c'est important de faire tourner un peu les gens sur leur poste, parce que sinon, s'ils n'ont pas cette nouveauté, aussi élevée que soit le confort auquel vous aspirez, quand vous l'avez satisfait au bout de quelques mois, voire quelques années, eh bien ce confort diminue. D'accord? Vous pouvez rêver d'être dans un château, vous y arrivez, c'est génial, mais au bout de 4-5 ans, vous allez voir, vous avez fait le tour du château, quoi. Ce sera toujours sympa, c'est pas pour autant que vous avez envie de revenir dans un petit truc, mais voilà, ce sera plus aussi stimulant qu'au départ. Alors, nous, cette rotation, on la voit venir très vite dans les organisations, et on sait que très vite, les gens vont s'installer dans des habitudes. Jusque-là, c'est pas grave, parce qu'on a aussi besoin de ces habitudes. Mais ce qu'il faut savoir, que c'est le niveau de démotivation s'installe, on ne le voit pas venir, parce que pour l'instant, il n'y a pas de frustration ici. Ce qui veut dire que c'est un peu comme le type qui tombe du 10e étage et qui devant chaque fenêtre vous dit pour l'instant ça va. Voilà. Et nous on sait que les gens qui sont là-dedans, alors il y a des gens qu'on a besoin là-dedans, parce que c'est ceux qui vont vous éviter de faire chaque jour, refaire la marine à voile. Eux ils préservent, on a toujours fait ça, pourquoi changer, etc. D'accord ? Et en fait, quand les gens sont là, ce que nous savons nous dans notre affaire, c'est qu'on ne motive pas les gens de la même façon. Quand les gens sont là, si vous voulez les faire remonter, on sait qu'il faut impérativement les mener là, au moins consciemment. C'est-à-dire, on ne va pas chercher à les faire changer, on va chercher à les faire réfléchir sur la conséquence du fait de ne pas changer, pour vous faire simple. Et une fois qu'ils commencent à sentir que s'ils continuent à s'ennuyer comme ça longtemps, finalement c'est pas forcément si drôle, auquel cas on va pouvoir commencer à faire émerger des frustrations pour aller chercher de nouveaux désirs. Vous comprenez la manœuvre? Mais on sait que cycliquement, de toute façon, ça va arriver. Et plus la cage est dorée, plus la transition va être longue. Parce que quand vous avez un bon confort matériel et autres, d'accord, là vous dites, c'est vrai que ça ne me stimule plus, mais bon, ça me paye la baraque, ça me paye tout ça. Mais au bout d'un moment, si vos systèmes de valeurs ne sont plus nourris, la frustration, sachez qu'elle va augmenter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout en continuant sur un plan, vous pouvez ouvrir, si je puis dire, un autre marché sur un autre, c'est-à-dire de nouvelles aspirations, et puis commencer à réfléchir à autre chose. Tout en préservant le confort de l'un, vous commencez à ouvrir une autre vision. Vous comprenez? Voilà. Mais ce cycle va se produire. Et puis quand les gens sont dans la frustration, là, c'est sûr qu'ils ne sont pas contents. Souvent, la difficulté, c'est que parfois, ils lâchent prise. Ils disent de toute façon, c'est plus possible. Ça ne changera jamais, etc. Donc là, ce qu'on sait, c'est que pour les remonter, il va falloir impérativement passer par de la considération sur ce qu'ils vivent. Et si on commence à leur dire qu'ils ont tort de se plaindre, à votre avis, la réaction c'est « Ah ben vous n'êtes pas à notre place ». Voilà. Donc il va falloir faire de la considération. La considération, c'est reconnaître les personnes pour ce qu'elles vivent, que ce soit juste ou pas, on les reconnaît. Et grâce à cette reconsidération, on va leur dire « Mais finalement, ok, je sens que c'est dur, c'est pas facile, ça, mais finalement, derrière ça, qu'est-ce que ça cache de grand, finalement? Derrière l'ombre, quelle lumière on trouve, pour faire simple.
Voilà. Et peu à peu, on va réallumer là. Mais le problème, c'est qu'ils ont un peu décroché avec la possibilité. Et c'est pour ça qu'il va falloir accepter d'avancer sur des petits objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et on sait que pour remonter vers le haut, il va falloir des étapes. Et que plus la souffrance a été importante, plus il va falloir travailler sur le court terme. Voire même du très court terme. Dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que si une équipe qui va vraiment mal, c'est pas en lui proposant les grandes nouvelles ambitions de l'entreprise que vous allez la motiver, c'est en prenant en compte l'espace au niveau immédiat et dans un temps court, c'est-à-dire en moins de 24 heures. Et quand ça commence à bouger, même si ça commence à bouger, vous aurez des retours du type, après 24 heures ou 48 heures, oui, mais là, c'est parce qu'on sort tout le fois, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. Ok, et là, on sait qu'il va falloir accompagner. Sur du moyen terme, et puis après, sur du long terme. Donc là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on n'est pas encore dans une zone de confort. Par contre, la stimulation peut être très élevée. Et on voit même, moi j'en vois dans les phases de transition, hein, des gens qui ont changé de métier, qui s'engagent après sur des choses qui les portent, cette idée, je sais pas moi, de faire du coaching, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces métiers, et qui sortent de zones parfois très confortables sur le plan professionnel. Par contre, qui ne les nourrissaient pas beaucoup, donc le confort n'est pas toujours très nourrissant, et acceptent parfois de se retrouver dans des zones finalement moins confortables sur le plan matériel, et par contre beaucoup plus nourrissantes sur le plan humain. C'est ça qui est intéressant, c'est grâce à ça que du coup on va les aider à reconstruire ici, pour repasser bien sûr dans le confort, parce que c'est avant. Donc en bas vous êtes dans ce qu'on appelle de la perte de sens. Ici on sera dans la perte de sens. Ici dans la quête d'un nouveau sens. À mon sens, nouveau sens. Bon, vous avez compris, un nouveau sens. À court terme, moyen terme et long terme. Et ce que nous savons, on a donné la flèche, c'est que le besoin d'accompagnement est proportionnel, si je puis dire, à l'épaisseur de la flèche. Le besoin d'accompagnement est proportionnel. Ici, la demande d'accompagnement est assez faible. Là, elle commence à devenir plus importante, puisque les gens sont dans la frustration. Et puis ici, elle est vraiment importante, puisqu'il y a un changement d'habitude, de comportement, de valeur, sur les 5 piliers, parce que vous pouvez remplacer les 5 piliers dans chacune des choses. Ici, les valeurs sont bien nourries, la vision est large et importante, les comportements sont bien acceptés, les relations sont bonnes, l'évolution se fait, elle est vécue. Ici, les valeurs se perdent, les objectifs de priorité se perdent aussi, hein, on redescend vers du court terme. Les comportements sont ceux qu'on a toujours eus, mais on ne va pas vers la nouveauté, voire on défend l'ancien. Les relations, on reste avec les gens qui ont des biens, mais on ne cherche surtout pas à sourire dans le monde extérieur. Et puis l'évolution a commencé à vraiment réduire, puisqu'on ne fait pas de nouveauté. Là, on commence à rentrer dans de la frustration. Donc les valeurs sont inversées, on commence à y aller à reculons, voire même à mal vivre le truc. Hein, donc la réaction, les objectifs ne nous conviennent plus, donc on a envie de se séparer, d'aller sur d'autres choses, etc. L'organisation a des comportements, si on reste là-dedans, sont en général plutôt négatifs. Les relations sont plutôt le rejet, non pas l'accueil et tout ça. Et puis l'évolution, elle est en général, si on est dans un processus de destruction, elle est inversée, hein, c'est-à-dire qu'on met notre énergie pour détruire. Et quand on remonte, hein, vous le désignez aussi, qu'on va de nouveau vers de nouvelles valeurs, de nouveaux projets, de nouvelles formes d'attitude, de comportement, de nouvelles relations, de nouvelles formes d'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on... Voilà. Et c'est un cycle qui est permanent, ça ne s'arrêtera jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que si on était en 3D, on monte de plus en plus hein, vers ces 3 polarités. Voilà un peu sur quoi on s'appuie. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de comprendre la démarche, hein, savoir sur quoi on s'appuie. Après, c'est intéressant de voir en fonction d'un environnement donné, parce qu'on n'a jamais tout le monde dans le même champ. Quand vous êtes dans une équipe, vous avez des gens qui sont très mobilisés, pour lesquels ça a du sens, d'autres qui sont plutôt pas bien parce qu'ils sont là, d'autres qui sont au contraire, quand il fait bon et qu'il fait chaud, on continue, et puis d'autres qui voudraient tout changer et qui se plaignent que les autres ne bougent pas. Quoi. Donc on va prendre en compte, et on sait qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de cela, on a besoin de cela qui nous empêche de tout changer, on a besoin de cela qui nous éveille aux frustrations, on a besoin de cela qui nous aide d'être freiné parfois. Voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. Ça va avec ce schéma ? Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe ? Là, je vais me caler comme exemple dans le cadre d'une organisation, hein, quand on fait du team building. D'abord, on va reprendre notre premier pilier, alors c'est assez simple, ça va durer en général une bonne demi-journée.
pour travailler sur les valeurs. Est-ce que vous seriez en mesure d'avoir un bout de papier et un crayon? Parce que comme j'ai beaucoup parlé, j'ai envie de vous faire vivre un truc. Donc, ce que je vous propose, c'est de trouver un papier et un crayon. Alors, ceux qui ont un carnet, si vous êtes d'accord, même une demi-page vous suffira. Emmanuel, Emmanuel, est-ce que tu aurais du scotch, s'il te plaît? Si vous avez besoin de toilette, c'est au fond. On va s'en occuper pour l'instant. Qui a besoin de papier? Juste un papier à crayon, si vous avez. Je continue à faire des parallèles avec le schéma. Alors, on va faire un truc rigolo. Je vais vous faire, vous êtes d'accord que je vous fasse vivre un petit exercice, exactement comme si vous étiez en cohésion d'équipage. C'est pour vous sentir un peu là. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de direction. Pour certains, c'est peut-être le cas. Imaginons ça. Vous représentez une équipe de direction. La question que je vais vous poser, comme ça très rapidement, c'est de me dire, si vous étiez directeur de quelque chose, vous seriez plutôt directeur de quoi? Comme c'est ce qui vous porte intérieurement. Un truc qui vous anime. Même si vous ne savez pas comment faire, mais en tout cas, ça vous anime l'idée d'y penser. Pour vous, par exemple. Communication. La communication. Commercial. Le commercial. D'hôpital. Oui, mais quel département? Les soins. Les soins. Stratégie. Commercial. Commercial. Marketing. Marketing. Communication. Très bien. Conseil stratégique. Conseil stratégique. Un truc qui vous animerait dans une entreprise. Pardon? Création. La création, voilà. Responsable de tout ce qui est créatif dans l'entreprise. Les ressources humaines. Communication. Communication. Pareil, communication. Coordination. Coordination. Commercial. 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 Production. Communication. Communication aussi. Ressources humaines. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que je vais vous demander d'imaginer que vous êtes dans cette fonction-là. D'accord? Parce que pour la première question, en fait, dans ce travail sur les valeurs, c'est juste pour vous montrer un peu. On va d'abord amener les personnes à réfléchir ensemble. Alors, rappelez-vous que vous travaillez ensemble. Hein. D'accord? Même si vous voyez 2 fois par an, de temps en temps, au comité de direction, mais vous travaillez ensemble. Mais nous, dans ce premier travail sur les valeurs, la première chose qu'on va faire, c'est travailler sur ce qu'on appelle, nous, les valeurs d'origine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait le choix de mon métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Alors, je vais le faire cool avec vous, hein, parce que normalement, je demande une quinzaine de choses, une quinzaine de raisons qui ont fait le choix de votre métier. Mais vous, je vais vous demander 3-4, d'accord? Juste pour voir un peu ce qui va se passer. D'accord? 3-4 comme ça, choses qui vous ont poussé à prendre cette fonction. D'accord? Comme ça, les 3 premières choses qui vous passent par la tête. Allez-y. Répondez tranquillement à cette question individuellement. On va voir ce qu'on va faire de ça. Je suis presque passé en mode formation. Presque. C'est bon, vous avez des réponses? Alors là, il y a 2-3 réponses, c'est juste pour s'amuser un peu. Mais il est clair que si je vous demande de réfléchir pendant une quinzaine de minutes, il y a des choses qui vont sortir. Et notamment des valeurs. Vous savez ça? Des raisons qui ont fait le choix de votre métier. Et ces valeurs, elles ont été vraies pour votre métier, mais elles sont probablement vraies pour bien d'autres choses dans votre vie. Alors, cependant, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez échanger le contenu de vos réponses. Imaginez que vous travaillez ensemble, mais que vous ne vous connaissez pas trop. Alors certains se connaissent un peu parce qu'ils se voient un peu plus souvent, et d'autres ne se connaissent pas, d'accord?
et juste d'échanger avec un voisin ou une voisine sur ce qui ressort des éléments. Et quand vous allez échanger, imaginons qu'on le fasse ensemble, moi je vais écouter vos réponses, mais surtout je vais écouter la sensibilité que vous avez. D'accord? Mon rôle, c'est un travail d'écoute. C'est-à-dire de comprendre un peu à quoi vous êtes sensible. Alors, je sais qu'il n'y en a que 3, mais ça sera déjà un début. Ok? Et puis une fois que je vous ai écouté, bah, c'est vous qui m'écoutez. Vous avez compris? Faites ça, vous allez voir ce qui va se passer. Trouvez-vous un voisin qui échange les réponses. Vous pouvez mettre à 3 si vous voulez. Sinon à 2. 2 c'est... derrière devant, je vais... 2 minutes en fait, ça. C'est rapide. Le deuxième aspect, c'est la nouveauté. Pour réconcilier le problème. C'est le renouvellement. Protocole, vous avez questions. Protocole. L'aspect management. Encadrement qui est important. Pardon. Et puis la chose que j'ai la première système d'apporter une solution retenue pour ça. C'est bon? Entre autres. Alors, c'est juste comme ça, c'est pour vous poser une question que je fais ça. La question que je vais vous poser maintenant, c'est... Imaginez que vous faites ça avec un collaborateur, d'accord, qui a donc un métier différent du vôtre, puisque vous êtes dans l'équipe de direction. Qu'est-ce que vous sentez qui se passe quand vous échangez là-dessus? Entre vous. Comment vous vivez ça? C'est plutôt sympa, pas sympa? C'est sympa. C'est sympa. Pourquoi? Il y a de l'écoute, ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a l'ouverture à l'autre. Il y a une ouverture à l'autre? Oui. Il y a une émulation. Il y a une émulation. On sent qu'il est passionné. On sent qu'il est passionné. Et vous avez fait ça qu'avec 3 choses. Imaginez avec des gens que vous connaissez, sur lesquels rarement vous vous rencontrez à ce niveau-là. Et ça, c'est que le début. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'après, une fois que vous en avez échangé une quinzaine ensemble, moi, ce que je vais faire en tant qu'animateur, parce que c'est un processus d'animation, eh bien, je vais remonter tout ça. Donc, c'est du travail spécifique d'animation pour lister en fait tout ça. Et ensuite, une fois que tout sera remonté, je vais vous amener chacun à vous reposer la question que vous avez posée avant. Finalement, au vu de tout ce qui est remonté là, de vous tous, si vous reposiez la question, et je vous demandais, suite au listing qui est affiché, d'aller cocher les 5 raisons les plus importantes. Ça peut être des choses que vous avez évoquées ou des choses que vous avez entendues. Donc là, vous allez avoir un deuxième niveau, pour dire d'évaluation, de mise à jour. Et à votre avis, si tout le monde vient lister, bien sûr qu'on a remonté une trentaine de choses, vous êtes, je ne sais pas, 8, 10, 15, à poser 5, en cocher 5, on va voir qu'est-ce qui ressort le plus. Et on verrait en quelques minutes, dans ce groupe, quelles sont les valeurs les plus importantes qui ressortent et qui ont influencé votre choix de métier. Vous comprenez? On est sur un premier niveau de sens. Qui sont les raisons qui ont animé vos choix de métier. Ce qui n'est pas n'importe quoi, parce que les valeurs pour orienter sur un métier, ça veut dire quand même qu'il y a des valeurs importantes. Mais c'est quand même des valeurs importantes que vous avez. D'accord? Donnez-moi une ou deux comme ça qui ressortent, par exemple. Ma relation humaine. Les relations humaines. Quelque chose de différent, le partage. L'enseignement. L'envie d'accompagner. La La passion. reconnaissance. La reconnaissance. Transmettre. Transmettre. Bon, bref, vous imaginez une quinzaine par personne, ce qui peut ressortir. Hein. Donc ça va ressortir. Et nous, on va lister en fait ce qu'on appelle des valeurs d'origine. C'est-à-dire que pour arriver dans ce cercle que vous constituez en tant qu'équipe de direction, on pourrait prendre une équipe commerciale, une équipe de sport, et ça, c'est toujours la même chose. Un couple, même chose. Alors si vous faites ça en couple, les raisons c'est pas pourquoi j'ai choisi telle personne, mais pourquoi j'ai choisi de me mettre en couple et d'avoir une vie de couple, quelle que soit la personne. Vous voyez, on revient vraiment sur ce que nous on appelle des valeurs d'origine. C'est-à-dire qu'est-ce qui a mobilisé chacune des personnes concernées par le cercle en question, qu'il soit petit ou grand. Ça c'est un premier. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau sur les valeurs. Bon, vous ne connaissez pas depuis longtemps, hein. Vous êtes d'accord? Pour la plupart, enfin, à part ceux qui sont venus ensemble, là, qui sont un peu potes, mais sinon, les autres, vous ne connaissez pas. Mais on va faire quand même un truc. Vous allez imaginer
même si vous le connaissez peu, ça arrive dans des équipes de direction qui ne se connaissent pas tant que ça. Imaginez que ce que vous vivez dans ce groupe, là, depuis que vous êtes arrivé ici, que vous êtes entré, vous êtes arrivé, que l'ambiance dans laquelle vous êtes, ce que vous ressentez des gens qui vous entourent, c'est quelque chose que vous vivez déjà depuis un long moment. 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, 3 ans, etc. D'accord? Donc vous allez faire une distorsion du temps. Ok? Pour répondre à la question que je vais vous poser. Donc là, vous pouvez tirer un trait ou retourner votre papier. Et là, la question que je vais poser en équipe, c'est de leur dire, trouvez-moi une quinzaine d'éléments que vous avez trouvés dans cette équipe, au moins en partie, et qui pour vous étaient importants. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, par exemple, l'écoute, hein, ce que j'ai trouvé d'écoute, oui, l'écoute, ce que j'ai trouvé de dynamisme, ce que j'ai trouvé de la diversité, oui, vous voyez ce genre de choses. Et juste comme ça, pour s'amuser, je vais vous proposer de vous poser la question, pour montrer que ça vient vite, même si vous n'y avez pas réfléchi, juste par rapport à l'ambiance ici, d'accord, des gens qui sont là, qu'est-ce que vous avez ressenti comme ça? S'il y avait 3 choses importantes que vous avez ressenties, que vous appréciez des gens, ce serait quoi? Convivialité. Ah, attendez, il faut répondre individuellement, parce que sinon ça va influencer les réponses des autres. Donc, je propose d'en trouver 3. Je n'en demande pas 15, je n'en demande que 3. Je ne le dis pas verbalement, évidemment. 3, 4. C'est bon? Ça devrait arriver assez vite. Et une fois que j'ai fait ça, donc imaginez 15 minutes se sont écoulées à peu près, vous en avez donc une quinzaine. Là, je vais vous demander de vous lever et d'aller vers une autre personne. Alors, pour éviter de vous prendre trop la tête, je vais juste vous demander de vous adresser à une autre personne. Et c'est très important parce que je vais générer des rencontres différentes par rapport à la première. Mais je voudrais que vous puissiez expérimenter cette deuxième partie. Donc, trouvez juste une autre personne avec qui vous n'avez pas échangé. Voilà, changez juste de bord, de côté. Et là, cette fois-ci, la question, c'est de l'écouter sur les 3 choses qu'il a trouvées intéressantes dans ce groupe. Mais je te prie, facile. Voilà, avec Bertrand. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. C'est pas grave, on trouvait un Ouais, c'est vrai, ça a une partie économique. Moi, dans le groupe, professionnalisme, Ok, stop. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. À votre avis, imaginez que vous travaillez ensemble et que vous avez passé à peu près 10 minutes comme ça à échanger sur une quinzaine de choses que vous appréciez entre vous depuis que vous êtes ensemble. D'accord? À votre avis, comment vous allez vivre cette expérience? Comment vous le ressentez là déjà? Alors bien, d'accord, mais... c'est enthousiasmant. C'est général d'enthousiasme. Rigolo. C'est drôle. Drôle, ouais. C'est réconfortant. Encourageant. Ça génère du réconfort, de l'encouragement, Du plaisir. du plaisir, de la confiance aussi, hein, Enthousiasme. des enthousiasmes. Ça réveille. Ça réveille. Hein, dans son réveil. De la mobilisation. C'est Ça porte. De la mobilisation. Ça donne de la mobilisation, exactement. Et vous l'avez fait qu'avec 3 trucs. Imaginez que vous le faites avec des gens que vous connaissez, avec qui vous travaillez. Parce qu'il y a un enjeu émotionnel qui est plus fort qu'avec des inconnus. Et en fait, c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. C'est-à-dire de réfléchir sur quelles sont les valeurs qui ont été vraiment nourries depuis que le cercle est constitué. Vous me suivez? Et là, je vous assure, l'énergie va monter. Et à chaque fois, c'est pareil. Et quand on a échangé comme ça sur des choses importantes, une quinzaine, c'est pas rien, d'un sens et dans l'autre, eh bien, même chose, une fois que les gens auront échangé là-dessus, eh bien, l'animateur va faire remonter ça. Donc il y a des techniques pour faire remonter tout ça. Et puis après ça, les gens vont de nouveau reprendre un feutre, ça leur fait du bien en plus de bouger, et ils vont venir se reposer la question et se dire, finalement, dans ce groupe, depuis que j'y suis, ça peut être 6 mois, 1 an, dans tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui pour moi a été le plus important? Le plus important.
Et fort de la synthèse de l'ensemble du groupe, on va les cocher les 4 ou les 5 trucs, ce qui va nous donner un deuxième niveau de synthèse. Et on va pouvoir sortir en fait les valeurs les plus importantes du collectif. Et il va avoir un effet très puissant parce que ça va automatiquement monter ce niveau. C'est-à-dire s'il y a des valeurs fortes d'écoute, de considération, de partage, d'ouverture, etc., et bien vous allez voir que dans les minutes, les heures, et les jours, et même les semaines, et même les mois qui vont suivre, il y a tout de suite un niveau plus élevé. C'est-à-dire que le fait de porter de l'attention sur ces points forts, ça va automatiquement les renforcer. Au-delà de créer un anneau, c'est-à-dire de la cohésion, quoi, de la reliance. On est là dans l'alliance. Symboliquement, vous le retrouvez là. Et puis quand on en sera là, on n'a pas fini, parce qu'on fera une pause quand même, c'est à 11h. Là, je donne vraiment tout. Mais on aura un troisième ensemble niveau de réflexion, c'est de se dire, eh bien, dans l'année qui va venir, les 2 ans qui vont venir, quand je repense à tout ce que nous vivons, quels sont les 10, 15 éléments que j'aimerais voir le plus se développer dans cette équipe? Ça peut être par exemple, je sais pas moi, la notion d'engagement, la notion de respect. Donc on va retrouver des valeurs, mais qui, pour les gens qui sont réunis, sont les valeurs les plus importantes à développer, à renforcer plus. Vous comprenez? Et de nouveau, ils vont partir en sous-groupe, enfin individuellement, en réflexion. De nouveau, ils vont chercher une autre personne, échanger là-dessus. Et pourquoi on va faire ça? Parce qu'ensuite, on va faire remonter cette information. Et là, je peux vous dire que le niveau d'intensité, il est encore passé d'un autre niveau. Et en synthèse, fort de la remontée, les gens ils vont sélectionner et on tirera une grande synthèse. Et en fait, il va se passer un truc. C'est ce qui va naître là, puisqu'il sera à peu près midi moins le quart, pendant midi, quand ça va apparaître. C'est que vous allez voir que même 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, si le projet, ou quels que soient les projets qui sont entrepris, ne prennent pas en compte ça, vous avez automatiquement un niveau de démonisation, un niveau de motivation qui se manifeste. Et donc on va trouver les valeurs collectives. Donc ça va beaucoup renforcer ce sentiment d'appartenance et de conscience de qui nous sommes, de ce qui est important pour nous. Là, on vient de faire le travail sur le premier pilier. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme en PNL, quand on travaille sur les valeurs. On le fait une fois, c'est vraiment intéressant, c'est très individuel. C'est beaucoup plus puissant quand on le fait à 2, dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une équipe, parce qu'évidemment, il y a l'interaction du groupe qui va jouer. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas les réponses qui sont apportées, c'est l'attention qui est portée sur ce qui est important. Ça a un effet qui est encore plus important. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si vous allez passer du temps, à un moment donné, à vous demander, avec votre partenaire de travail, de vie, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui est vraiment important pour l'un et pour l'autre, vous allez voir que cette question, elle va rester en arrière-plan. Peut-être que les réponses vont évoluer en fonction de ce qui se passe, que ce soit parce qu'à un moment donné, des frustrations, il y en a toujours, et à un moment donné, des bonnes choses. Mais le fait de s'être consciemment posé cette question va rester en arrière-plan. Vous comprenez? Ça va continuer à contribuer à faire évoluer ce pilier. Ça va? C'est-à-dire que si je suis conscient avec mon équipe de ce qui est vraiment important, dès que j'entends une frustration, je me dis tiens, automatiquement, je sens quelque chose qui est important pour l'un pour l'autre, et là-dessus, de revenir là-dessus. Et comme on sait que c'est important, eh ben, on ne va pas hésiter de se prendre un quart d'heure s'il faut, pour se dire tiens, qu'est-ce que tu as pris en compte là? Bon. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça pour l'équipe, maintenant on va se pencher sur l'environnement de l'équipe. Ça va nous emmener sur notre deuxième pilier. Alors comment on fait ça? C'est très simple. On va d'abord amener cette équipe à réfléchir qui est autour, puisque si vous voulez évoluer dans un contexte, il n'y a pas d'autre moyen, il faut prendre en compte l'environnement de ce contexte. D'accord? Et se mettre en reliance, en communication, en échange avec cet environnement. Donc la question qu'on va poser, il y en a 2. La première, c'est qui? Pour qui nous existons? Et là, on passe dans la phase de projet, et au fond, pour qui nous rayonnons, quoi, en quelque sorte, en tant qu'entreprise. Et dans un environnement, une entreprise a un certain nombre de partenaires. Alors, si on était dans une école, par exemple, imaginez qu'on soit dans une école. On a fait ça avec le collectif, qui vont être les partenaires de l'école. Bon. Les élèves, qui d'autres? Les parents d'élèves, le rectorat, les profs, le rectorat, évidemment. Si vous prenez un centre hospitalier, voire des patients, voire tout un ensemble de fournisseurs, médecins et autres qui sont soit libéraux, soit salariés, il peut y avoir des salariés permanents. Qui c'est encore une administration aussi qui est au-dessus. Enfin bref, il y a un certain nombre de personnes. Et je vous assure que le seul fait déjà de remettre au jour les personnes pour qui nous existons, rien que ça vaut le coup, en termes de cohérence.
je vais relever 4, 5 grands partenaires. Alors dans une entreprise, pour revenir vers le monde de l'entreprise, si vous êtes une équipe de direction, vous avez qui comme partenaire? Les fournisseurs, On va aller assez vite. Les fournisseurs, l'administration, l'État. État, société, etc. Les salariés. Alors, en gros, on a Les banques. des clients, bien sûr, on a des fournisseurs, des salariés, des actionnaires, et puis l'État. Alors ça, c'est les grandes cases, mais à chaque fois, on redéfinit ça avec l'équipe, parce que c'est pas nous qui amenons les partenaires, c'est eux qui nous définissent. Et une fois qu'on a identifié ces partenaires, la particularité de cette démarche, c'est qu'on va voir ce qu'on appelle un mouvement un peu gestaltiste. La gestalt, c'est ces exercices qui consistent à se mettre à la place de l'autre. Et pour ça, on va demander à l'ensemble, alors imaginez que vous êtes l'ensemble de l'équipe de direction, vous fabriquez des chaussures, des poêles à bois ou des voitures, c'est pareil. Et je vais vous dire, selon vous, quels que soient les rôles que vous avez dans l'entreprise, je vais vous proposer d'identifier 2 à 3 clients que vous connaissez. Alors si notre directeur commercial est là, ça va lui faire du bien d'ailleurs de se rendre compte que tout le monde se penche sur... c'est important pour lui. Donc on va identifier ses clients, et donc chacun de vous allez penser à 2 ou 3 clients, d'accord, qui sont représentatifs des clients que vous avez. Et une fois que vous avez le prénom des personnes, le nom, le prénom, là c'est mon rôle de vous mettre vraiment à leur place. Donc je vais vous dire, vous quittez l'entreprise, l'entreprise elle est là, il y en a même 3 comme la vôtre, vous êtes devenu le client auquel vous pensiez. Donc vous êtes dans ses chaussures, dans son truc, dans sa problématique, etc. Vous connaissez un peu l'entreprise quand même. Mais là vous êtes client, vous n'êtes pas d'entreprise. Une fois que vous êtes vraiment associé à cette posture, je vais vous dire, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a 3 entreprises comme ça, que vous avez plutôt envie de bosser avec celle-là? Et à partir de là, je vais vous proposer de réfléchir individuellement à ce à quoi l'entreprise répond. Qu'est-ce qui fait que pour vous, une entreprise est de qualité? La réponse, comme c'est ce que vous voulez. Service. Le service Cameron. Donc là, je vais vous faire un peu préciser, le service, quoi d'autre? Qualité. Qualité. La qualité, vraiment qu'elle montre, la référence, c'est machin, c'est tout. Enfin, bref. Il y a beaucoup de critères qui vont apparaître, d'accord? De nouveau, on va échanger un peu là-dessus, on va les faire remonter, et après je vais vous dire, selon vous, quels sont dans tous ces critères que vous m'avez remontés, les 4 ou les 5 les plus importants pour vous. Et on va être en train de se mettre d'accord sur les grandes priorités. Et ça va forger, par exemple, si on a des clients ici, les 5 grands axes prioritaires sur lesquels, ensemble, on va se focaliser. Ça, c'est le but. Donc on est à la fois dans le rêve, si c'était au top, ce serait comment, et puis ça va se traduire en vision et un projet, en objectif. Vous comprenez? Et puis après, on va par exemple devenir des salariés. Alors, si on est là, évidemment, vous êtes tous des directeurs, donc je veux dire, voilà, pensez aux gens qui sont dans l'entreprise, qui sont des salariés. Et ça aussi, parfois, les gens n'ont jamais fait ça. Pensez à Marcel, à Valérie, puis à la prod, machin. Et là, vous allez fermer les yeux un moment, vous allez vous mettre dans sa peau. Vous avez quitté votre poste de directeur, vous êtes de nouveau 5 salariés dans une entreprise qui porte le même nom. Et là, je veux dire, selon vous, qu'est-ce qui fait que cette entreprise, à votre égard, est une entreprise de qualité en tant que salarié? Là, je peux vous dire qu'il y a des réponses qui vont venir. Et toutes les réponses sont intéressantes. Donc, on va faire remonter ces réponses, réflexion individuelle, échange de sous-groupe, remonter en grand groupe. Et puis, on va sélectionner. Et puis, là-dedans, vous allez vous reposer la question, une fois qu'on a tout remonté, qu'est-ce qui, pour moi, serait le plus important? Et on va prendre la réponse collective. C'est là où l'intelligence collective va nous amener des réponses souvent très, très intéressantes. Et ça va nous orienter, tout comme on avait ça va nous orienter dans une politique de qualité client, ça va nous orienter dans une ambition et donc une politique de qualité salarié. C'est important parce que le salarié, dans mon entreprise, c'est le partenaire numéro 1. Parce que les gens qui bossent avec moi, qui ont engagé du temps, leur vie, etc., c'est numéro 1. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas importants, mais ils passeront toujours. Alors après, en fonction des cas, on peut avoir des priorités. Je vais juste te donner une petite... mon cas. Après, on peut avoir des actionnaires. Donc on va définir qui sont les actionnaires, on va expliquer. Être actionnaire, ça veut dire mettre de l'argent dans une entreprise, donc être porteur d'une part ou de plusieurs dans une entreprise, donc être propriétaire d'un bout d'entreprise. Imaginez que vous êtes actionnaire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'en tant qu'actionnaire, vous êtes d'abord fier de mettre de l'argent dans cette entreprise et pourquoi pas d'en remettre? Et puis là aussi, vous avez découvert, vous avez des attentes.
voire même vous allez découvrir qu'effectivement, être actionnaire, des attentes, une information, un truc. Et vous allez pouvoir trouver des choses aussi. Hein. Vous avez envie d'être plutôt actionnaire d'une entreprise qui a un beau projet, qui prend en compte son personnel, etc. Et là, on est en train de faire de la grande écologie, en quelque sorte, hein, de prendre en compte l'environnement et de s'assurer en quoi l'entreprise. Et ce qui est fabuleux dans cette affaire, c'est que le niveau de sens, en termes de raison pour laquelle cette entreprise existe, va se renforcer. Vous comprenez ça? Parce que quand vous faites ce genre de boulot, vous dites, mais bon sang, c'est pas pour rien qu'on est là. Donc vous avez fait ce travail sur les valeurs, et là vous êtes en train de forger le travail sur l'orientation. Donc là, on est plus dans les actionnaires. Et même chose avec évidemment les fournisseurs, l'État, etc. Vous avez compris le principe? Et fort de ces deux trucs-là, alors du coup on est prêt maintenant à passer à la phase 3. La phase 3, c'est que vous, tous, en tant que manager, vous allez donc être porteur d'un projet commun au sein de votre propre service, autrement votre organisation. Et là, on va trouver notre cadre, hein, c'est la descente dans le cadre, c'est l'organisation. Vous, en tant que manager, ici, directeur commercial, production, eh bien, vous allez être porteur de ce projet, puisque un consultant dans ce domaine, lui, il est là pour faire de l'animation. Mais il n'est surtout pas là pour remplacer le manager. Ça, c'est très très important. Donc, notre manager ici, vous, en l'occurrence, eh bien, on va vous retrouver avec vos équipes, ici, un travail que je vais faire en bleu, c'est du relationnel. D'accord? Ça peut être avec 2, 3, 4, 5, ça dépend des équipes, hein, il y a des conditions. Donc être porteur à la fois des grandes valeurs, la vision, puisqu'en tant que directeur, vous êtes là pour donner la direction. Et puis ensuite, on va s'appuyer sur les équipes pour faire 3 choses. On va faire ce qu'on appelle en PNL de l'autodiagnostic de performance. L'autodiagnostic de performance, c'est d'imaginer que vous êtes maintenant toute l'équipe commerciale. Tu vois? Là, vous avez une compétence. Une fois que vous avez indiqué, voilà les grandes priorités auxquelles l'entreprise souhaite répondre aujourd'hui. Parfois, c'est des portes ouvertes qui sont ici, mais on va quand même vous les communiquer. Vous allez vous dire, finalement, c'est la question qu'on va vous poser, une fois qu'on aura descendu un peu les valeurs du projet, vous avez une vision un peu de là où va l'entreprise, ce qui est prioritaire pour elle. Ensuite, je vais vous proposer de prendre du recul sur votre job en tant que commercial, ça c'est le rôle d'animateur, et vous allez dire, tiens, qu'est-ce qui, selon vous, dans ce service que vous représentez, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on est bon? C'est-à-dire sur quoi? Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'on est capable de répondre à ça de manière puissante? Qu'est-ce qu'on fait de bon? Donc on va revaloriser ce qui se passe bien. C'est ce qu'on appelle un auto-diagnostic de performance. Et pour pousser plus loin, je peux même vous dire, imaginez que demain vous allez recruter des gens qui font votre job. Selon vous, quelles sont les qualités que ces gens devraient avoir face aux contraintes que vous avez aujourd'hui? Qualité humaine, comportementale, etc. Et là vous allez voir que ça fuse. Parce que vous êtes du terrain et vous connaissez le terrain. Et ça c'est très important. D'abord il y a une revalorisation des points forts, ce qui n'est pas très culturel chez nous. Et pourtant, vous allez voir que la remise à jour des points forts, d'abord ça va les développer. Et ensuite, vont arriver derrière, oui, mais ça c'est bien beau, c'est bien ça, mais il y a quand même des problèmes. Là, il y a des problèmes, et c'est super, car c'est des aspérités à partir desquelles on va pouvoir grimper, c'est-à-dire, et là on va les traduire, nous, en points à améliorer. Selon vous, par rapport à ça, qu'est-ce qui serait important d'améliorer à court terme, puisqu'on va travailler sur des périodes de moins de 40 jours avec les équipes. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place d'intéressant qui va nous faire gagner soit en qualité de vie, en confort, soit en efficacité. Et on aura à cœur que ces deux terrains soient pris en compte de la même façon. Parce que si vous faites plus de performance mais moins de qualité de vie, la performance ne va pas durer. Si vous faites trop de qualité de vie mais sans performance, la qualité de vie ne va pas durer non plus. Donc il y a un juste milieu. Et puis une fois qu'on aura produit, point fort, point amélioré, on va se dire, voilà, ça c'est la dernière étape. Alors, on a vraiment un rôle de coach, c'est que l'animateur va amener l'ensemble des personnes à définir le quoi, quand, comment, avec qui. Quoi, c'est qu'est-ce qu'on va changer, comment, c'est on va faire quoi exactement, où, avec qui. Et on va s'assurer que les actions qui sont mises en place prennent moins de 10 à 15% du temps. C'est moins de 15%, voire moins de 10%. Parce qu'on sait que les gens ont un job déjà. Mais on va travailler sur les petites améliorations. Et quand tout le monde s'y met, à des petites améliorations, vous avez à l'arrivée des trucs. Et on va travailler à moins de 3 semaines. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'idée,
c'est de tester les choses. Puisque c'est l'équipe qui va s'occuper. Alors évidemment, il y a des critères. Hein, on fait des choses simples. On vire personne, on n'embauche personne. Qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes de confort. Et c'est incroyable quand une équipe commence à réfléchir à tout ce qui se produit. Donc il y a un rôle là qui est joué par l'animateur qui est très important et qui va se traduire à la fin par des actions, 3, 4, 5 actions, qui seront évaluées 3 semaines après. C'est-à-dire qu'on met en place des actions, quoi, quand, comment, qui sont donc supervisées par le manager, bien sûr, et qui aura ici... donc on va faire ça dans l'ensemble de nos services. Donc ça va assez vite, hein, parce que vous avez fait une demi-journée sur les valeurs, une demi-journée, ça a pris une journée. Qu'on soit avec une entreprise de 3 personnes, ou qu'on soit avec 150, 200 personnes. C'est juste les modalités d'animation qui vont changer. Après, on va descendre là, en fonction de la taille d'entreprise. Alors, en gros, on fait, c'est à peu près une demi-journée, à peu de choses près à service. Donc, on peut en faire, si on est plusieurs ordinateurs, évidemment, on peut en faire beaucoup. Jusqu'à 4 dans la même journée, ou 6 si on est 3 ordinateurs. Donc, ça va relativement vite. Mais ça doit aller relativement vite, et ça va être très proche de cette partie-là. Et ça, c'est la partie sur laquelle on nous attend le plus, parce que là, on est un peu dans des grandes ambitions, c'est super, c'est génial, mais concrètement, qu'est-ce qui change? Et l'évaluation qui va nous être faite par les équipes, c'est là. C'est quand ils ont le sentiment que dans les 24 heures, il va se passer un truc qui commence à prendre en compte leur préoccupation. Vous comprenez? Voilà, donc on va faire ça dans tous les services. Ensuite, on va laisser le temps à ce que ces actions se mettent en place. Là-dedans, il y a des choses optionnelles qui sont possibles, comme du coaching individuel, comme du travail, je ne sais pas quoi, mais pas d'engagement important en termes de formation, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord tester sur le terrain des petites choses qui sont à faire, et qui vont être améliorées, en vue d'une évaluation qu'on va avoir ici. Évaluation. Et cette évaluation va permettre une nouvelle orientation, en fait. En gros, c'est le manager qui est ici, qui va retrouver ses collaborateurs ici. Et là, il y a une évaluation sur 4 éléments. Là, je vous donne tout. Imaginez que vous êtes tous, on se retrouve 3 semaines après. Alors, vous ne seriez pas comme ça, vous seriez en rue ou je ne sais pas quoi. Et la première chose sur laquelle je vais vous interroger, mais vous êtes averti à l'avance, c'est qu'est-ce que vous avez décidé ce fameux jour où je suis venu chez vous là, et qui a été mis en place selon vous. Qu'est-ce que vous avez décidé à l'époque et qui fonctionne? Et là, on va faire un tour de table de voir dans tous les services. Ça va être aussi intéressant de voir qu'est-ce qui a été mis en place dans les autres services et qui fonctionne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place, mais qui finalement n'a pas fonctionné. La fameuse réunion du lundi matin qu'on avait décidé, puis finalement ça ne marche pas parce que les commerciaux ne sont pas dispo à ce moment-là. Donc il y a des choses qu'on aura décidé de mettre en place, mais qui ne fonctionnent pas. C'est très important de pouvoir échanger là-dessus. D'abord, ça donne le droit à l'erreur, et puis ça permet d'ajuster et aussi de tirer profit à des tentations. Ensuite, on va avoir un troisième point, et ça c'est là où on aura le plus de contenu, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place depuis, et que vous n'aviez pas décidé à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on va voir apparaître, c'est que comment un groupe se mobilise sur une demi-journée pour améliorer des choses, ils produisent la demi-journée. Mais pendant le week-end, dit autrement, quand ils arrivent le lundi matin, ils ont continué à phosphorer. Ils ont des idées qui arrivent. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire quoi? C'est que comme les gens étaient pris en compte dans notre pilier communication, ils continuent à apporter des idées, des moyens, etc., pour aller encore plus loin là-dessus. Ce qui veut dire que pendant les 3 semaines, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Et c'est aussi très important que vous, l'ensemble des managers, puissiez communiquer sur ce qui a été mis en place dans l'ensemble des trucs. Il y aura une dernière question, parce qu'on va faire une petite pause, mais après il y aura une dernière question. Donc si c'est une demi-journée le matin. C'est fort de l'expérience que vous avez eue pendant 3 semaines, selon vous, en termes d'évolution. S'il y avait un peu de temps à mettre, un peu d'énergie à mettre, un peu d'argent à dépenser, un peu de formation à faire, un peu de je sais pas quoi, selon vous, vous en tant que responsable de vos équipes, où est-ce qu'il faudrait aller mettre le coup de tournevis? Et là, on va faire émerger, c'est un véritable diagnostic opérationnel, de l'ensemble des personnes qui ont été concernées par la démarche, ce qui leur semblerait important de renforcer. Et ça va nous orienter vers la deuxième grande partie, puisque là, on était dans le premier tour de cette démarche. Faire la deuxième partie à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Quels sont les grands axes sur lesquels on va avancer? Alors nous, on les connaît, les grands axes, puisqu'on va retrouver ça. Ça va être de continuer à renforcer cette dynamique, ce qu'on appelle le cercle collaboratif des managers, de renforcer la conscience pour chacun des managers
de ce qu'on appelle le train de production. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle est faite de services, des tas d'actions. D'accord? C'est très important de comprendre au niveau des commerciaux ce qui se passe en prod, ce qui se passe à côté, parce que ça permet de prendre des décisions avec un niveau de conscience plus élargi. Donc c'est le deuxième axe. Fort de cette conscience-là, on va faire réfléchir chaque manager sur quelles sont les grandes priorités auxquelles il doit répondre. Alors pour ça, on va lui demander d'imaginer qu'il rencontre son boss, non pas une fois par semaine, mais enfin 3 ou 4 fois par semaine, mais une fois par mois, pendant 1 heure. Et là, on va lui dire, selon vous, c'est le directeur commercial, qu'est-ce que votre N+1, s'il y avait une douzaine de critères, selon vous, qui vous feraient dire, qui seraient des informations qui vous sembleraient importantes de remonter à votre boss si vous voyez une fois par mois. Ça vous oblige à être extrêmement attentif à ces variantes qu'on va voir d'un mois à l'autre, qui sont des indicateurs. Vous êtes d'accord? Puis après, on va demander au N+1 de faire la même chose. Selon vous, si vous rencontrez votre manager 1 heure par mois, quelles sont les informations que vous auriez besoin qui vous remontent? Donc chacun fait ça de son côté. Et après, tous ensemble, on va ajuster ça. C'est-à-dire que l'un et l'autre vont communiquer. Et un manager va dire, oui, ça c'est intéressant, ça aussi. Ça, par contre, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai vraiment besoin. Et ensemble, ils vont se mettre d'accord sur les 7 priorités. Et c'est aussi très important que tous les managers soient conscients de ça, qui vont être un peu les axes prioritaires, vous voyez, du service. Et à partir de là, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle un management nouveau, c'est-à-dire un management qui va être centré sur des objectifs. Voilà ce qu'on a à atteindre, voilà l'enjeu sur lequel on nous attend. Et selon vous, et là notre rôle de manager va commencer à développer une compétence sur 2 axes. On va parler de management pédagogique, c'est-à-dire centré sur le savoir-faire, donc sur l'action, sur le pilier 4. Donc il n'est plus là pour dire voilà ce qu'il faut faire, il est là pour dire à son équipe, voilà où on va, vous qui avez la compétence, qu'est-ce que vous faites déjà bien et qu'est-ce qui serait, selon vous, serait intéressant de faire mieux demain? Comment faire demain mieux, comme c'est déjà bien hier. Et on est dans ce qu'on appelle du Kaizen. C'est cette amélioration constante. Ça, c'est le premier objectif, c'est ce qu'on appelle du management pédagogique. Apprendre à faire évoluer. Et puis on va voir ce qu'on appelle du management psychologique, mais attendez simplement de la considération, c'est les piliers. Où là, on va s'assurer que la personne est bien dans ce qu'elle vit. En fait, c'est ce qu'on va développer, c'est la capacité au manager d'être attentif à ce que la personne vit, ressent, à travers son métier. Et c'est comme ça qu'on va développer différentes choses que je n'ai pas trop de temps, je ne vais pas trop vous noyer à l'information. C'est comme ça qu'en fait l'entreprise va peu à peu acquérir ce processus en fait, de communication interne. Et on va faire en fait du pilotage de projet, mais cohérent. Alors, on va générer de la cohérence dans l'ensemble de ces actions. Voilà. Donc après, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais je vais arrêter un peu. Puisqu'il est 9h05. Déjà. Ça va dans l'idée? Des questions, des observations, des remarques C'est clair. Alors, ça paraît simple, mais la réalité, c'est que ça demande beaucoup de savoir-faire en matière d'animation. Et c'est ce qu'on apprend dans les séminaires. Donc c'est énormément de pratique. On repart avec un truc extrêmement structuré, précis, et qui va en fait avoir une souplesse assez... Il y en a qui l'ont fait, cohésion ici. Toi? 2. Qu'est-ce que vous retenez de cette démarche? C'est une démarche très très cohérente d'ailleurs. Moi j'adore aussi bien pour piloter les activités transversales. Donc au fur et à mesure qu'on rentre dans le moyen terme, on a une bonne logique de comment on pilote les activités transversales, de production jusqu'à la commercialisation. Faire l'équilibre entre tous ces services. Tu l'as mise en œuvre, toi? Comment? Tu l'as mise en œuvre? Oui. Moi, tu as une expérience comme ça à témoigner sur ce que tu as pu en faire? Eh bien, moi je l'ai pratiqué une fois dans une collectivité locale et une autre fois dans une entreprise pure et dure. C'est vrai que quand je vois toute l'équipe mobilisée, contente derrière quelque chose de cohérent, eh bien, ça les porte au plus haut. Aussi bien et les responsables et l'opérationnel.
Ça marche aussi bien dans une association que dans une entreprise publique. D'ailleurs, pour la nouvelle, c'est grâce à cette mission que j'ai accomplie dans les entreprises que j'ai eu pas mal de contacts maintenant pour avancer dans cette démarche. Parce que les gens t'ont donné de nouveaux contacts. Voilà. Parce qu'ils sont contents. Avec un client content, c'est prospère. Il y a des équipes de combien de personnes maximum? C'est dans une entreprise. On peut travailler avec une entreprise individuelle, qui s'adapte tout à fait au processus une fois qu'on connaît mieux. Et on peut travailler avec des équipes, des entreprises de 1000, 10 000, 20 000 personnes. Mais dans l'équipe que vous coachez, ça peut prendre 50 personnes, 20 personnes? Alors, sur la première journée, tranquille jusqu'à 200, 250 personnes, si on veut. Parce qu'on a une modalité que je n'ai pas expliquée ce soir, qui est un cohesion flash. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire sur une journée, le matin, travailler sur les valeurs et la vision, assez rapide. Et ensuite, on va mettre tous les services en parallèle. Moi, mon plus gros taf, parce que, comme ça, sur cette version-là, c'est 150 personnes. Donc en fait, on représente, on va dans les prototypes, des trucs. Et en fait, c'est souvent la première fois que les gens voient leur entreprise dans leur globalité, mais de manière un peu comme un plan vivant. C'est-à-dire qu'il y a tous les services. Et donc l'après-midi, en fait, tous les services sont positionnés dans une grande salle. Et en fait, ils vont mener simultanément, donc dans tous les services, un cohésion simultanément. Mais les partenaires sont les partenaires internes. Donc par exemple, la prod va réfléchir sur quels sont les 2 ou 3 partenaires internes les plus importants. Tous les autres vont faire ça. Une fois qu'ils ont été identifiés, ils sont marqués sur des tableaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque service, il y en a un qui va se lever, qui va aller voir le service d'à côté, donc il va avoir un représentant du service qui va se lever, et dire voilà ce qu'on imagine que vous, le service d'à côté, vous attendez de nous. Donc vous avez les commerciaux qui vont dire par exemple à la prod, ben voilà ce que nous on imagine que vous attendez de nous. Pour travailler à l'heure, ce serait bien. Pardon ? Service production, le commercial va dire production, vous feriez le travail à l'heure et ce serait bien. Non. On ne veut pas dire ça. Non. Alors, j'ai compris ça, je vais redonner l'explication. Si je suis à la production, d'accord, et que vous êtes au commercial, dans ce type d'expérience, moi je vais me mettre à votre place et je vais dire, j'imagine que vous, à la production, ce que vous attendez de nous, c'est. Et je vous donne la résultante de ce qui a été dit. Vous en face, soit vous acquiescez, vous dites ok, c'est ça, et éventuellement, voilà aussi ce qu'on attend d'autre. Donc il y a un effet de considération qui est assez fort, et en plus comme tout le monde entend, c'est assez puissant comme phénomène. Donc ça c'est une application un peu particulière de cohésion dans la dynamique sur une journée. Et là on est capable de prendre toute l'entreprise. Alors les plus gros marchés, je vous le dis tout de suite, c'est les moyennes entreprises. Ça n'empêche pas de travailler dans les très grosses, mais c'est beaucoup plus long les très grosses. Mais les moyennes entreprises, c'est super. Quand je dis moyenne, c'est on va dire entre 10 et 150 quoi. Parce que les décisions se prennent vite, et surtout dans les entreprises qui dépassent les 50, parce que c'est qu'au-dessus de 50, ça demande des organisations différentes. Vous commencez à avoir un responsable de formation, un responsable je sais pas quoi, des RH, etc. Et là, l'entreprise commence à se structurer en départements, mais les anciens qui étaient là, c'est les grands passionnés qui sont toujours là, et puis les nouveaux qu'on a dû prendre pour structurer, et c'est là qu'on commence l'idéal, vraiment le top pour ce genre d'intervention, enfin, là où il y a le plus gros marché selon moi, c'est des entreprises entre 50 et 150 personnes. Parce que c'est rapide, c'est très efficace, enfin, c'est assez efficace. Hein, parce que le temps de mobilisation d'un cadre, il est assez court par rapport à... Là, il est bloqué une journée, si on le fait en normal. Là, une demi-journée. Et puis ici, une demi-journée le matin. Ce qui est énorme. Ça veut dire, en gros, 2 jours pour une démarche qui va concerner toute l'entreprise. C'est très très court. Maintenant, après, si on est sur des démarches qu'on appelle de cohésion flash, qui sont sur une journée, là, pour le coup, on est sur une journée, quoi. Mais par contre, toute l'entreprise est mobilisée. Alors, au début, ça fait un peu râler certaines personnes, parce qu'il faut les rassembler un samedi ou je sais pas quoi. Mais quand ils ont vécu ça, j'ai jamais eu, au terme d'une journée, quelqu'un qui a regretté de donner. Ce que j'ai vu parfois, c'est des gens qui n'ont pas pu venir et qui ont fortement regretté de ne pas avoir été là. Mais pas parce qu'ils ont, pour la journée, pour le décalage qu'ils sentent dans le lien qui s'est créé entre les autres. Ils ont pris du retard. Ils sont un peu dans un décalage parce qu'ils sentent qu'il y a une... Ils ont du mal à le dire, mais il y a un peu de complicité, de je sais pas quoi, dans laquelle ils se sentent un peu à côté. Question Ils sont exclus. L'entreprise
un organisme vivant, il y a ce phénomène de cycle, et donc on se pose la question de réactualiser ce type de démarche. Donc ça pose deux questions. S'il faut le faire, à quel rythme à peu près il faut le faire, et est-ce que les valeurs changent, si je m'en réfère à ce que je connais de la PNL, sont plus stables dans le temps, même si le fait que les personnes changent peut venir perturber ça, mais à quel niveau il faut reprendre le processus quand on veut réactualiser? Faut-il le faire une fois par an, ou pas trop souvent, ou moins souvent? Ça va vraiment dépendre du terrain sur lequel on tourne, Ouais. de la conscience des personnes, là où elles en sont, du temps qu'elles sont prêtes à y mettre, donc ça reste quand même. et puis de l'ambition qu'elles ont. Plus on est sur une entreprise performante, plus, par exemple, si vous travaillez avec des sportifs de haut niveau, c'est comme une équipe de très haut niveau, quoi. Les réglages pour gagner les points suivants demandent un travail de suivi beaucoup plus important. Mais sinon, voilà, vous avez remis un coup, c'est reparti pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Ouais, ça dépend vraiment du terrain, je ne peux pas vous répondre. Par contre, il y a une chose, et je vais terminer là-dessus, qui est importante. Beaucoup d'entre vous font du coaching, non? Parce que vous savez, le coaching a pris un essor considérable depuis les années 2000. Ouais. Depuis 97, puisque c'est 97-98 que le coaching est vraiment. Il a pris un essor considérable. Et aujourd'hui, le problème du coaching individuel, qui reste quelque chose de très important, c'est que. C'est un peu les retours que me donnent mes quelques copains. J'ai beaucoup traîné dans le CJD, le centre des jeunes dirigeants, donc j'ai gardé des contacts importants. Comme ils savent que je fais du coaching et tout comme ça, on discute. Et maintenant, je les vois moins, puisque ça commence à remonter, mais souvent, ce qu'on voit apparaître, c'est que les entreprises se disent « Ok, on investit sur du coaching individuel auprès des cadres, mais le problème, c'est que le coaching individuel, ça fait évoluer quelqu'un sur tous ces trucs. Parce qu'il évolue sur ses valeurs, il évolue sur ses ambitions, il évolue ensuite sur ce qu'il a envie de faire, il évolue sur... Enfin bref, s'il ne trouve pas dans l'environnement les éléments qui répondent à ça, même au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, si le coaching est bien fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Et ça, c'est embêtant parce que vous créez, c'est comme dans un couple, s'il y en a un qui fait trop de développement personnel et pas l'autre, ou trop d'accompagnement, au bout d'un moment, comme les aspirations changent, il y a un décalage. Les décalages, ça c'est embêtant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et moi j'ai beaucoup d'amis, notamment, parce que j'en ai formé beaucoup, et puis d'autres que je n'ai pas forcément formés, mais avec qui je travaille, qui ressentent ça, c'est-à-dire qu'ils ressentent aujourd'hui que le coaching individuel c'est super, il faut vraiment le garder, mais qu'il y a vraiment une prise en compte de l'environnement à faire importante. Et c'est pour ça que je trouve que la dimension de coaching d'équipe est en train de prendre un essor de plus en plus important, et ça va continuer. Je pense que la vague de la dimension collective est encore plus importante que la vague individuelle. Elle commence à naître. On parle d'aujourd'hui, enfin, ça semble une évidence aujourd'hui qu'il faut se mettre ensemble et qu'à plusieurs cerveaux, on est évidemment plus performants. Et je pense que ces démarches-là redonnent, si vous voulez, le rayonnement au coaching individuel, parce que quand il est replacé dans une dimension collective, et il va être important, d'ailleurs on le sent de plus en plus dans cette partie d'accompagnement, à quel point l'accompagnement individuel à ce stade est vraiment très important. Quand on peut le faire ici, on a des niveaux d'évaluation aussi qui n'ont rien à voir que quand on laisse tourner les gens un peu seuls, même pendant 3 semaines. Parce que le coaching individuel, d'abord c'est un acte de considération, de reconnaissance, mais de sentir on les amène à réfléchir sur leurs valeurs, leurs projets, à un niveau individuel, ça a un effet de considération qui est très très fort. Et qui ici se rapporte, on sent vraiment. Voilà, tout ça pour dire que le coaching c'est vraiment très intéressant et que la dimension collective, pour moi, va être vraiment importante et redonne du coup tout le blason, si je peux dire, du coaching individuel. Je vous remercie, comme l'heure est...